Bah on y est. Halloween c'est soit aujourd'hui soit dans très peu de jours. Je ne sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne, c'est bon. Mais ce que je sais, c'est que pour Halloween, vous et je voulez un thread horreur. Aujourd'hui, 3 histoires, une courte, une moyenne et une longue. 3 mécaniques différentes et 3 trucs qui font très peur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La première histoire c'est celle de Camille. Camille vient de divorcer, ça arrive. Et le truc le plus important pour elle, en revanche, vu qu'elle avait eu des enfants, c'était d'avoir la garde de son fils de 4 ans. Elle explique qu'après avoir quasiment tout perdu suite à son divorce, vous savez, la répartition des biens, etc. Elle a pris un nouveau départ avec son fils en emménageant dans une toute nouvelle maison, avec juste quelques affaires et quelques meubles, mais vraiment pas grand chose, bref, un vrai nouveau départ. Elle explique que ça lui est arrivé la première nuit qu'elle a passée dans cette maison avec son fils. Aucun répit, la pauvre Camille. Truc assez classique, son fils se réveille en pleine nuit, se met à pleurer, probablement un cauchemar ou autre chose, et il l'appelle. J'aime pas ça, moi j'aime pas déjà ce truc d'enfant qui pleure et qui appelle les parents, c'est très fréquent, mais moi je le faisais tout le temps quand j'étais petit, mais j'aime pas. Tu te débrouilles, fiston, voilà ce que je dirais moi. Et donc Camille se lève et va dans la chambre de son fils pour le rassurer, elle se met à son chevet et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et son fils lui fait le coup classique du il y a un monstre dans le placard. Ça c'est vu et revu dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit cette phrase et qui ont fait des cauchemars en rapport avec le placard qu'il y a ou l'armoire dans leur chambre. Camille explique que vu les circonstances récentes, c'est pas étonnant que son fils fasse des cauchemars et qu'il dise des trucs comme ça. Là il vient d'emménager dans une nouvelle maison pour la première fois de sa vie et elle est à peine meublée, donc bref, toutes ces circonstances font que oui, c'est plutôt normal qu'il se réveille en pleine nuit et qu'il pleure et qu'il croit qu'il y a un monstre dans le placard. Bref, Camille s'apprête à aller vers le placard et avant de se lever, avant même de regarder le placard, elle réalise qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Elle tourne malgré tout la tête vers le placard et là elle explique qu'elle se retient de céder à la panique et à la peur parce qu'il y a son fils qui est à côté d'elle et qu'elle veut pas lui transmettre son stress et sa peur. C'est ce fameux truc quand t'es parent, tu es prêt à tout pour protéger ton enfant, y compris de la réalité et de la gravité de la situation. Et à ce moment précis, Camille comprend que elle et son fils doivent très vite quitter la pièce et même quitter la maison. Pendant qu'elle réfléchit à tout ça, elle entend derrière elle les portes du placard qui s'ouvrent. Elle explique alors qu'il y a un petit silence de quelques secondes, à l'issue duquel elle récupère son fils, elle récupère les clés de la voiture et ils foncent tous les deux dans la voiture pour se barrer de la maison. Toujours dans l'optique de protéger son fils de la gravité de la situation, elle lui explique qu'elle arrive pas à dormir et qu'elle trouve que c'est cool s'ils vont manger une glace ensemble. Bref, c'est bien beau tout ça, mais il y avait quoi dans le placard? Camille explique qu'en fait, elle était déjà venue quelques fois auparavant dans la maison et que comme elle l'a dit, elle avait à peine quelques meubles et affaires et que parmi ces meubles, il n'y avait pas de placard. Il n'y avait pas de placard dans la chambre de son fils. C'est donc pour ça que quand son fils a parlé d'un placard et que en regardant là où il pointait du doigt, elle a vu qu'il y avait vraiment un placard, elle s'est tout de suite mise à comprendre qu'il fallait partir. C'est horrible. Qui a mis ce placard là? Quand il l'a mis? Pourquoi il l'a mis? I have no idea, man. Mais je ne veux pas que ce soit chez moi qui fasse ça. Clairement. Si vous emménagez, faites donc gaffe à ce qu'il n'y ait pas un meuble en plus entre le moment où vous avez mis les meubles, etc. chez vous et le moment où vous y dormez pour la première fois. On n'est jamais à l'abri d'un mec qui vient installer son petit placard pour préparer quelque chose. Hein? Non mais toi, tout va bien, t'inquiète. Deuxième histoire qui est horrible et qui est déjà arrivée à pas mal de personnes en réalité dans la vraie vie. Alors pas de cette manière-là exacte, mais cette mécanique-là est déjà arrivée plusieurs fois à des gens et c'est horrible. Je m'explique. Margot, la fille à qui est arrivée cette histoire, rencontre Greg en vacances et c'est le coup de foudre. Ils tombent très vite, très fort amoureux et ils se marient 2 mois plus tard, avant même d'avoir chacun rencontré la famille de l'autre. Margot explique qu'elle a un taf qui lui prend énormément de temps, qu'elle a que très peu de vacances et que donc ils ont dû attendre à peu près 6 mois avant qu'elle ait enfin une semaine de vacances et qu'elle puisse donc rencontrer la famille de Greg. Le jour J, c'est un peu un événement, ça y est, la famille de Greg rencontre enfin sa fiancée et tout le monde a l'air très content et ravi, sauf la mère de Greg. Elle est froide, elle est distante et elle adresse même pas un seul mot à Margot. Bizarre. Greg et Margot décident de faire une petite sortie au parc national situé juste à côté de la maison des parents de Greg. Betsy, la mère de Greg, prépare le déjeuner et quelques heures plus tard, quand ils s'apprêtent à aller au parc, Margot a des vagues de nausées folles et elle passe l'après-midi au-dessus des chiottes. Bon, ça arrive d'avoir des nausées, d'être mal le temps d'une après-midi. Margot, elle s'alarme pas trop, elle pense juste qu'elle a chopé un petit virus et du coup ils vont pas au parc. Bref, le temps passe et quelques mois plus tard, Margot et Greg décident de retourner chez les parents de Greg parce qu'ils avaient quand même passé un bon moment malgré ces nausées là l'après-midi. Et de nouveau, Betsy est froide et distante exactement comme la première fois avec Margot. Bien entendu, Greg il se justifie auprès de Margot, il lui explique, il lui dit voilà ma mère elle est comme ça, elle va mettre pas mal de temps avant de t'apprécier, elle t'a vu qu'une seule fois pour le moment donc voilà c'est normal. Margot elle est un peu deg, c'est toujours cool quand ça se passe bien avec les beaux-parents hein, vous savez, mais bon elle se dit bon vas-y ça ira mieux avec le temps, je fais confiance à Greg. La veille de leur départ, Greg propose qu'ils aillent louer des jet skis pour aller en faire sur le lac de la ville voisine. Même scénario que leur premier séjour chez les beaux-parents, Betty prépare le repas, ils mangent et Margot passe l'après-midi à vomir. La sortie est donc annulée et à partir de ce moment, Margot se met à avoir des doutes sur Betsy. Ça fait 2 fois qu'elle tombe extrêmement malade et les 2 fois c'est quand elle était en séjour chez la famille de Greg et quand Betsy avait préparé le repas. Repas que tout le monde a mangé et à l'issue duquel uniquement Margot finit dans la salle de bain à vomir toute l'après-midi au-dessus de l'évier. Margot elle a donc des méga doutes et c'est lors de leur 3e visite que ces doutes se confirment et qu'il se repasse exactement la même chose. Le déjeuner avant qu'il fasse la sortie est préparé par la mère de Greg, Betsy, et Margot
finit une nouvelle fois au-dessus de l'évier dans la salle de bain à Bégère. Plus de doute, Betsy l'empoisonne. Elle en parle donc à Greg qui le prend extrêmement mal et qui lui dit qu'elle est folle et que ça n'a aucun sens. Il lui explique que ça se trouve elle est tout simplement allergique à un ingrédient que sa mère utilise dans sa cuisine. Et c'est possible en vrai. Mais bon, 3 fois ils vont là-bas, 3 fois elle vomit. À d'autres. Margot reste sûre que Betsy l'empoisonne. Et effectivement, elle a de quoi penser ça. Donc elle va donc préparer un petit plan pour que lors de ses prochaines visites, elle ait la preuve que Betsy l'empoisonne. Lors de sa 4e visite chez les parents de Greg, elle décide d'emmener sa propre casserole et elle de faire à manger pour tout le monde. Le séjour se finit une fois de plus par Margot qui vomit. Et en fait, elle réalise qu'elle a laissé son verre de vin sans surveillance à de multiples reprises et donc elle suppose que Betsy a mis du poison dans son verre cette fois et pas dans le plat. Margot pète un câble et elle dit à Greg: bon, là c'est trop mec, moi je viens plus jamais ici. Elle explique que c'était la première grosse embrouille de leur couple et que ça lui a fendu le cœur mais que c'était trop pour elle. Les mois passent et Margot et Greg décident de partir en week-end dans un petit chalet et il se trouve qu'en s'y rendant, sur le chemin, ils passent devant la maison de Betsy, la mère de Greg, et ils décident donc de s'arrêter pour leur dire un petit bonjour. Comme beaucoup de mois sont passés sans qu'elle ait vu la famille de Greg, Margot elle est ok pour passer les voir. Elle est un peu moins vénère qu'avant puisque ça fait un moment qu'elle a pas fini l'après-midi tout simplement au-dessus d'un lavabo. Mais elle refuse de boire ou de manger quoi que ce soit qui vient de la maison des parents de Greg. Donc ils font un petit détour pour acheter des pizzas et de l'eau et après ils s'y rendent. Ils se mettent donc tous à table, chacun prend une part de pizza et là il y a un cousin de Greg qui arrive et comme ça faisait un moment que personne l'avait vu, tout le monde se tourne vers lui et les assiettes sont donc laissées sans surveillance. Margot ça elle le réalise quelques minutes plus tard et elle se doute donc que Betsy en a profité pour mettre du poison sur sa part de pizza. Elle échange donc son assiette avec celle de Greg et bingo, cette fois c'est pas Margot qui finit l'après-midi au-dessus du lavabo mais c'est Greg. Elle a enfin la preuve ultime que Betsy l'empoisonne. Le blême c'est que Greg il a pas été malade une après-midi, il a été malade 3 jours. Une fois rétablie, Margot décide de lui dire ce qu'elle a fait. Elle explique qu'elle l'avait jamais vu comme ça et sous la colère, il l'a même poussé contre un mur et il l'a pris par le bras et il l'a balancé sur le canapé. Bref, un vrai fils de pute. Heureusement, Margot elle réussit à prendre les clés de sa voiture et elle se casse avant que Greg pète encore plus un câble. Margot fonce se réfugier chez sa meilleure pote qui heureusement n'habitait pas très loin de chez elle. Sur le chemin, elle explique qu'elle reçoit une 40aine d'appels de Greg auxquels elle ne répond pas. Et une fois arrivée chez son ami, elle décide d'éteindre son téléphone parce que Greg la harcèle. Au bout de 2 jours, elle décide quand même de rallumer son téléphone. Et la surprise, entre les dizaines de messages vocaux que Greg a laissés, elle a un message non pas de Greg mais de la police. Et dans ce message, elle apprend que Greg a fini au commissariat parce que Betsy, la mère de Greg, a appelé la police en voyant Greg rôder autour de chez elle avec un couteau à la main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Margot prend donc contact avec Betsy et Betsy arrête d'être froide et distante et elle explique à Margot l'histoire. Et l'histoire, c'est qu'avant Margot, Greg était marié à une autre femme qui est décédée au suite d'un accident mortel de randonnée. Greg gagnait beaucoup d'argent grâce à l'assurance vie de son ex-compagne décédée et en fait Betsy, la mère de Greg, l'a toujours soupçonné d'avoir tué son ancienne femme. Donc en fait Betsy elle avait juste peur de laisser Margot seule avec son fils. Elle a donc fait en sorte qu'à chaque fois qu'ils aient une sortie de prévue ensemble tous les deux, Margot tombe malade et que du coup la sortie soit annulée. Margot explique que oui c'était une méthode de merde mais que d'un autre côté Betsy c'était la seule qui suspectait son fils d'avoir fait ça et que du coup elle pouvait en parler à personne et encore moins à la nouvelle femme de Greg. Depuis ça Margot du coup elle a même retrouvé chez eux des papiers d'assurance vie qu'il a contractés en son nom et qui montrent donc qu'il comptait peut-être faire pareil avec elle. Margot n'a pas porté plainte contre Betsy parce qu'elle a compris la situation et depuis du coup les années sont passées et elles sont restées en contact et Margot mange même des fois chez Betsy et elle explique ironiquement qu'elle adore sa cuisine quand elle n'est pas empoisonnée. Voilà, creepy. Et ça nous amène à notre dernière histoire. Alors celle-là, la mécanique frère, je la déteste. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Alexandre. Alexandre, il a entendu parler d'un truc qui s'appelle les flux webcam en direct. C'est un truc qui existe vraiment dans la vie, je sais pas si vous saviez mais il y a des webcams un peu partout dans le monde, soit c'est des gens qui les mettent chez eux volontairement, soit c'est des webcams dehors, souvent la mairie les installe etc. Bref, Alexandre il développe une passion pour ce délire de webcam en direct, il regarde tous les top 10 de trucs creepy qui se sont passés sur le webcam en direct et il tombe sur une histoire très connue qui s'appelle Chip Chan. Alors je vais pas vous raconter aujourd'hui ce que c'est mais en gros c'était des webcams en direct qui étaient chez une fille je crois coréenne et elle restait immobile parfois pendant 20 heures de suite et il y avait des trucs écrits sur des pancartes et c'était méga creepy. Une histoire, une légende d'internet parmi les milliers qu'il y a, il y en a une qui s'appelle Chip Chan. Alexandre précise quand même qu'il est pas particulièrement obsédé par les trucs creepy mais lui ce qu'il cherche c'est plus les webcams comme je vous ai dit qui filment le nid d'oiseau, où il y a des webcams aussi qui sont placées en Islande et sur lesquelles tu peux voir un peu les aurores boréales. Donc faut aller sur le flux au bon moment pour voir en direct l'aurore boréale. Donc ça devient vraiment une habitude, ce truc de regarder des flux webcam pour lui, sauf que plus le temps passe et moins il est captivé par les webcams sur lesquels il vient fréquemment. Il vit ce fameux truc où tu fais quelque chose depuis des jours, des semaines ou des mois et du coup ça te lasse et t'as envie de passer à autre chose. Donc il se dirige sur des sites de flux webcam en direct un peu plus dark. Il découvre donc un site qui regroupe des flux webcam bizarres qui sortent du commun et Alex est attiré par un flux qui s'appelle 318S Oblivion parce que sur la miniature on aperçoit du coup un morceau de maison et sur le côté une peinture. Et il se trouve qu'Alex reconnaît cette peinture, ce tableau, puisque c'est le sien.
Il réalise donc qu'en fait ce qu'il voit sur ce flux de webcam là, c'est sa chambre. Mais au moment où il est en train de checker des flux, il est dans sa cuisine sur son ordinateur portable. Et du coup il a un petit bug, il se dit mais attends c'est bizarre parce que la seule webcam du coup elle est là avec moi dans mon PC portable. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je vois ma chambre sur un flux vidéo? Bref, il reprend ses esprits, il se concentre un peu et il essaie de comprendre où est la webcam dans sa chambre. Et d'après l'angle de vue, il suppose qu'elle se trouve sur le côté gauche de son lit. Il décide donc de se lever pour aller dans sa chambre et pour voir s'il y a vraiment une webcam dans sa chambre ou s'il se fait des idées. Sauf qu'au moment où il se lève, le live devient noir et il y a une nouvelle image qui apparaît. Et cette nouvelle image, Alexandre la reconnaît puisque c'est son salon. Comme pour sa chambre, il essaie de comprendre l'angle de la webcam pour essayer de voir où elle est dans son salon. Et il a à peine le temps de comprendre où elle se trouve que pareil, l'écran devient noir et ça passe à une autre pièce, à sa cuisine. Alex se voit sur le live, assis dans sa cuisine, sur son ordinateur portable, en train de regarder justement des live webcam. Une nouvelle fois, il essaie de comprendre où la webcam est par rapport à l'angle de vue. Il regarde dans la direction où elle est censée être, mais il voit pas de webcam. Du coup, il se met à checker l'heure du live et ça correspond vraiment à l'heure et la minute et la date du jour qu'il est. Il comprend donc que c'est bien un vrai live et pas une blague. Il y a 2 personnes connectées au flux, dont une qui met un commentaire. On est repéré, supprimé. Ok, Alex est tétanisé devant son PC. Il se dit mais pourquoi? Est-ce que c'est réel? C'est quoi ce bordel? Et comme souvent dans toutes ces histoires horribles, le seul réflexe qu'il a c'est de fermer son ordinateur et de se casser loin. Il se rend chez un pote auquel il explique tout ce qui vient de se passer et son pote lui dit bah mec juste appelle la police en fait. Tu leur envoies le lien du live et tu leur donnes l'adresse de ta maison et puis ils vont faire ce qu'il faut. Alexandre appelle donc la police, il leur explique ce qui vient de se passer, il leur donne son adresse, il leur donne le lien du flux vidéo et la police lui donne rendez-vous chez lui le lendemain à 10h du mat avec un technicien qui lui sera chargé de désinstaller les webcams au fur et à mesure qu'il les trouve. Il demande aussi à Alexandre de ramener tous ses appareils électroniques pour les vérifier et checker s'ils sont pas traqués ou ce genre de conneries. Et il se rend chez lui le lendemain matin à 10h comme prévu et il y a la police et un technicien qui sont là. Ils rentrent dans la maison ensemble pour essayer de trouver toutes les webcams. Pendant que la police inspecte toutes les pièces, lui et le technicien se rendent dans sa chambre dans laquelle, souvenez-vous, il y a le fameux tableau qu'il a attiré sur ce flux live, sauf que le technicien trouve rien. Il n'y a pas de webcam dans la chambre d'Alex. Et malheureusement, même chose pour la caméra dans le salon et même chose pour la caméra dans la cuisine, toutes les caméras ont disparu. Donc le technicien et la police partent parce qu'ils peuvent plus rien faire pour Alex, sauf que Alex sait ce qu'il a vu. Il sait qu'il y avait des caméras chez lui, il sait qu'il était en direct sur internet à son insu, sauf que personne ne le croira jamais parce qu'il n'y a plus aucune preuve de ça. Il finit son histoire en disant que depuis il est vigilant et qu'il conseille aux gens de faire la même chose parce qu'ils sont peut-être observés à leur insu au moment où il écrit son histoire. Et ben voilà, on est bien, on va tous mettre quoi ce soir chez nous? Un scotch sur la webcam? Ah oui! Et voilà les amis, c'est la fin de l'histoire d'Alexandre et de cette 3e histoire et de cette vidéo. C'est trop badant. Sans même tomber dans le délire de gens qui installent des caméras chez toi à ton insu, juste les caméras qui sont déjà chez toi, les tiennes. La webcam de ton ordinateur, la caméra de ton téléphone. Moi c'est vraiment un truc que j'ai trop peur qu'on m'observe à mon insu ou qu'on m'écoute à mon insu, ça me fait trop peur. Et surtout quand tu vois que des mecs comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates mettent des putains de scotch sur la webcam de leur ordi, mais t'as envie de faire pareil. Et tu te dis qu'il y a une petite chance pour qu'on t'observe quand même. Bref, on parle de trucs horribles mais bientôt c'est Halloween, alors amusez-vous bien, kiffez bien, que ce soit seul chez vous ou en soirée avec des potes. Jouez le jeu du déguisement, c'est toujours cool. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour des trucs un peu moins creepy, mais j'aime pas ce truc là. Ça me fait bader. Allez, à bientôt, hein. Tu viens avec moi, Nats? Oh, il vient. Oh, ça fait longtemps on dirait. Pas tant que ça en fait, juste vous êtes addict. Les gars, la petite tâche qui intervient 10 secondes avant de tourner, bah on l'assume. Je suis un gros porc, ok? Vous connaissez le format, 3 histoires d'horreur vraies, mais qui finissent bien, rassurez-vous. Vous êtes pas là pour qu'on discute vous et moi, vous êtes là pour que je vous raconte ces histoires. Alors c'est parti. La première histoire, celle de Anne et de sa copine Nadia, se passe en 2007. Ça remonte à il y a pas mal d'années et à cette époque-là, Anne vient d'avoir 15 ans. Elle vit seule avec sa maman dans une maison située dans un quartier plutôt tranquille. Mais la mère de Anne est toujours très vigilante et connaît un petit peu les dangers du monde qui nous entoure, et comme elle doit partir en déplacement professionnel pour plusieurs jours, elle demande à sa fille Anne de dormir chez sa copine Nadia jusqu'à son retour, sachant que sa copine Nadia habite dans la maison juste en face de la sienne, donc c'est très proche. Et d'ailleurs Anne elle a un peu le seum quand sa mère elle lui dit d'aller dormir chez une copine à elle parce qu'elle a l'impression que sa mère lui fait pas confiance ou qu'elle est pas assez grande pour rester chez elle seule alors qu'elle a quand même 15 ans. Les petits complexes d'adolescent tu connais. Mais très bon flair la mère de Anne, très bon flair. Bref, on est le dernier jour du séjour de Anne chez sa copine Nadia. Il est environ 23h, tout se passe bien, les parents de Nadia leur ont commandé des pizzas et un peu plus tard aux alentours de 22h30 les parents de Nadia décident d'aller chez des amis à eux qui habitent vraiment pas loin, à environ 10 minutes de route, et donc Anne et Nadia se retrouvent seules pendant environ 1 heure dans la maison. Elles décident alors d'aller dans la chambre de Nadia, de découvrir le nouveau téléphone à clapper qu'a eu Anne pour son anniversaire, et ça croyez-moi c'était stylé d'en avoir un à l'époque. Et puis rapidement elles commencent à s'ennuyer puisqu'elles ont saigné la PS3
froid, elles ont saigné la découverte du téléphone à clapper, et là elles se font chier. Mais elles ont une idée un peu drôle. Elles savent qu'il est trop tard pour qu'elles appellent un de leurs amis, mais elles savent aussi que la maman de Anne rentre le lendemain matin. Et que le premier truc qu'elle va faire en rentrant, c'est d'écouter la messagerie de leur téléphone fixe. Ah, 2007, hein, c'est une autre époque. Elles se mettent d'accord et leur plan, c'est de laisser un message vocal débile que la maman de Anne découvrirait en rentrant. Ça me fait un peu rire. Je trouve l'idée pas si nulle. Elles appellent donc le numéro du téléphone fixe de la maison de Anne. Normalement, il faut qu'il y ait 5 sonneries avant de pouvoir laisser un message. Sauf que là, au bout de 3 sonneries, il y a une voix qui dit Bonsoir. Une voix que Anne décrit comme appartenant à un homme d'environ 60 ans qui aurait fumé 3 paquets de cigarettes par jour les 40 dernières années de sa vie. Anne et Nadia restent bouche bée, elles comprennent pas, elles s'attendaient à tout sauf à ça. Et puis la voix au bout du fil dit « Vous n'auriez pas dû appeler ». Avant de raccrocher. Anne et Nadia sont en panique. Nadia, évidemment, elle demande à Anne si elle sait qui était au bout du fil, si c'est peut-être le nouveau copain de sa maman, son frère, son oncle. Et puis elles ont évidemment le réflexe de vérifier si elles ont bien appelé le bon numéro de téléphone. Alors elles sortent l'annuaire, elles vérifient, et non, c'est bien le numéro de fixe de Anne. Ce qui veut dire qu'il y a bien en ce moment même, à 23h passées, un homme dans la maison de Anne et qu'elle n'a aucune idée de qui ça peut être. Rassurez-vous, elles vont prendre la bonne décision, elles vont appeler immédiatement les parents de Nadia pour les prévenir, tout en courant partout dans la maison, à vérifier que toutes les portes sont bien verrouillées. Après 15 longues minutes d'attente, les parents de Nadia sont de retour et 20 minutes plus tard, c'est la police qui arrive à son tour dans la maison de Nadia. Elles expliquent aux policiers ce qui vient de se passer et les policiers décident évidemment d'aller enquêter dans la maison de Anne. Et en arrivant devant la maison, surprise, la porte d'entrée est grande ouverte et il n'y a aucun signe d'effraction. Évidemment, ce soir-là, la mère de Anne est rentrée en précipitation et les policiers ont eu beau chercher dans tout le quartier, dans le jardin, autour de la maison, dans la maison, ils n'ont rien trouvé. L'affaire a donc été classée sans suite et Anne et sa maman, malgré leurs faibles moyens financiers à l'époque, ont déménagé rapidement après cette histoire parce que Anne n'arrivait plus à dormir la nuit tellement ça la marquait. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que Anne, elle a des souvenirs d'un truc qui s'est passé ce jour-là à l'époque dont elle n'a jamais parlé, ni à sa mère, ni aux policiers, ni à Nadia, sa copine. En fait, à l'époque, ce jour-là, dans l'après-midi, Anne, elle est partie de chez Nadia pour aller chez elle chercher un cahier de dessin qu'elle voulait montrer à Nadia. Elle arrive chez elle, la porte était verrouillée, elle a des verrouilles, elle rentre et là, mauvais feeling. Il y a aucun signe d'effraction, aucun bruit, aucun objet qui n'est pas à sa place habituelle, mais elle a un mauvais feeling. Et elle a tellement un mauvais feeling qu'elle va pas dans sa chambre, elle préfère faire demi-tour et elle part de chez elle directement. Elle saurait pas expliquer pourquoi elle a fait ça ce jour-là, mais elle a vraiment pris peur de fou et à tel point que en arrivant chez Nadia, elle avait honte de ce qu'elle venait de faire. Elle a quand même 15 ans et elle se dit putain mais attends, je viens vraiment d'avoir peur parce que je suis seule chez moi, mais je suis qu'une merde. Sauf que non, son instinct avait totalement raison et il y avait très certainement ce mec qui était déjà dans la maison. Et c'est ça qui fait que cette histoire, elle l'a marquée, c'est qu'elle sait que ce jour-là, elle a failli être traumatisée bien plus fort en tombant sur un inconnu nez à nez seul chez elle et elle est persuadée d'avoir bel et bien fermé la porte d'entrée à clé et donc elle sait toujours pas comment ce mec a pu rentrer chez elle. Voilà, morale de l'histoire, ne fermez pas votre porte, ça ne sert à rien, les gens rentrent quand même. Excusez-moi, je me suis accordé une pause parce que l'autre là, la deuxième, j'aime pas du tout. C'est l'histoire de Yone. Oui, c'est un prénom coréen et c'est normal, ça se passe en Corée. À cette époque, Yone vit donc dans un complexe d'appartements à Séoul. Elle est mère au foyer, elle a une jeune fille de 6 ans et son mari travaille toute la journée. Ce jour-là, elle revient des courses qu'elle a faites avec sa fille. En arrivant dans son immeuble, elle appelle l'ascenseur et quand les portes s'ouvrent, elle tombe sur un mec qui porte un imperméable jaune et une casquette vraiment dressée vers le bas. Et en plus de ça, l'homme baisse lui-même la tête, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas voir son visage. C'était pas qu'une histoire de style, c'était vraiment une envie d'être incognito. Elle rentre quand même dans l'ascenseur, mais elle a un instinct maternel et elle pousse sa fille à l'opposé de l'homme avec sa main. Elle appuie alors sur le numéro 12 puisqu'elle habite au 12e étage et elle se rend compte à ce moment-là que aucun autre numéro n'est allumé. Sauf que l'inconnu avec elle dans l'ascenseur n'est pas descendu au rez-de-chaussée. Elle décide alors de jeter discrètement des coups d'œil à l'inconnu et elle remarque qu'il tient quelque chose dans sa main enveloppé dans du papier journal. Yone comprend qu'elle est très probablement dans une situation très dangereuse et elle a un réflexe incroyable, elle prend son portable et elle fait semblant d'appeler son mari en faisant croire qu'il est à la maison, donc au 12e étage dans l'appartement. Sauf qu'en réalité, il est pas du tout à l'appartement son mari, il est au travail. Elle dit quand même à haute voix qu'elle est dans l'ascenseur, qu'elle va pas tarder à arriver devant la porte d'entrée et elle lui demande, fictivement, de venir lui ouvrir la porte et de l'aider à rentrer les courses dans l'appartement. Elle fait semblant de raccrocher et quelques secondes plus tard, l'ascenseur arrive enfin au 12e étage. Elle attrape sa fille, elle descend de l'ascenseur et elle marche aussi vite qu'elle peut vers la porte de son appartement. Elle fait donc semblant d'attendre que son mari lui ouvre la porte et du coin de l'œil, elle voit l'inconnu s'arrêter, puis faire demi-tour et
retourner vers l'ascenseur. Et elle commence à taper le code pour ouvrir sa porte d'entrée. Problème, quand elle appuie sur le premier chiffre, ça fait un bruit. Et ce bruit, l'inconnu l'entend. Aussitôt, il comprend que personne n'est là pour venir ouvrir à Yone, que depuis le début, elle a totalement feinté la pseudo-présence de son mari dans l'appartement. L'inconnu se retourne et se met à courir vers Yone. Yone tape les chiffres du code à toute vitesse, la porte se déverrouille, elle jette sa fille à l'intérieur et elle claque la porte derrière elle alors que l'inconnu est à seulement quelques centimètres de la porte. L'inconnu n'a pas eu le temps de glisser son pied ou son arme dans l'ouverture de la porte pour l'empêcher de se fermer. Immédiatement, Yone regarde à travers l'œil de la porte et elle voit l'homme s'éloigner et prendre de nouveau la direction de l'ascenseur. Le soir, Yone explique évidemment ce qui s'est passé à son mari et heureusement, elle ne croise pas de nouveau cet homme au kawaii jaune. Et c'est 5 mois plus tard qu'elle découvre ce à quoi elle a échappé ce jour-là grâce à sa feinte légendaire du mari qui soi-disant l'attendait dans son appart. Elle passe devant un kiosque et la couverture du journal attire tout de suite son attention puisque c'est une photo d'un homme qui a un kawaii jaune. Et cet homme, il a exactement la même carrure que l'homme à qui elle a échappé ce jour-là en rentrant chez elle et qui vient d'être arrêté par la police pour avoir tué plusieurs femmes, majoritairement des prostituées. Yone, ce jour-là, elle a eu un sens de l'observation de dingue et ça lui a sauvé la vie. Tout simplement. Je serais mort 300 fois à la place de Yone. Pour la simple et bonne raison que j'aurais été sur mon téléphone. J'aurais rien capté à ce gars à côté de moi. Il m'aurait trucidé. Messieurs, dames, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire. Je sais, ça passe vite et vous êtes triste, mais il y aura d'autres threads d'horreur, vous en faites pas. D'ailleurs, je viens de mettre à jour la playlist threads d'horreur. Si vous êtes en manque, vous en avez forcément raté 2 ou 3. Allez piocher là-dedans et devrez avoir votre bonheur. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire de Max et Thèse. Max et Thèse, ce sont 2 filles qui ont la vingtaine et qui ont soif de road trip. Elles en font chaque année et cette année-là, elles ont décidé de partir de New York, de zigzaguer à travers tous les États-Unis et d'arriver 6 semaines plus tard à Los Angeles. Max et Thèse, elles sont jeunes, elles ont pas trop de moyens et pour économiser une tonne d'argent, elles vont pas louer un énorme camping-car, elles vont tout simplement utiliser la berline de la maman de Thèse, berline qui est assez grande et qu'elles vont aménager pour l'occasion, pour que chacun ait sa petite couchette. Cette année-là, Max et Thèse, elles ont dormi dans plein d'endroits différents. Des parkings, des campings gratuits, des aires de repos. Elles expliquent que tout se passait merveilleusement bien, elles se sont pas senties une seule seconde en danger jusqu'à la dernière semaine de leur voyage en Arizona. Cette nuit-là, c'est une nuit qui était pas très différente de toutes celles qu'elles ont traversées jusqu'à présent. La particularité, c'est que ce camping-là, la ville la plus proche était assez loin. Mais bon, c'était le cas d'autres campings auxquels elles étaient déjà allées, donc ça les a pas plus fait flipper que ça. En arrivant sur les lieux, elles sont pas seules, il y a un camping-car qui est garé et plus loin, il y a 2 voitures. Elles se garent assez proche du camping-car et un homme en ouvre la porte. Thèse lui fait un signe de la main, elle est contente à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, sauf que l'homme reste immobile et la fixe. Elles comprennent tout de suite que c'est peut-être quelqu'un qui veut de l'intimité et qu'elles ont peut-être pas été cool à se garer aussi proche du camping-car. Elles roulent alors un peu plus loin sur la route et elles se garent sur un terrain plat, non loin des 2 autres voitures. Elles boivent quelques bières, elles prennent des photos, elles vivent leur meilleure vie de meilleurs potes. Et Thèse remarque au loin qu'un peu plus bas dans cette zone de camping, il y a un feu de camp. À la recherche de nouvelles rencontres, elle décide d'y aller. Autour du feu de camp, il y a 2 hommes et c'est donc les 2 propriétaires des voitures garées non loin de la voiture de Thèse et Max. Les 2 hommes ont l'air sympas, ils sont eux aussi en train de discuter, du coup Max et Thèse s'assoient et commencent à discuter avec eux. Au fil de la discussion, Max et Thèse comprennent que l'un des 2 est plutôt gêné. Et celui qui est gêné, et qui est d'ailleurs un peu plus vieux que l'autre, a l'air aussi d'avoir pris de la drogue. Mais il a pas l'air pour autant dangereux, au contraire, il a l'air très inoffensif et perché dans son monde. Du coup, elles vont essentiellement discuter avec le 2e homme. Et ce 2e homme, apparemment, c'est un ancien garde forestier. Il est décontracté, chill, bon mood, et pendant plusieurs heures, ils vont chacun échanger au sujet de leur voyage, de leur famille, de leur vision de la vie, etc. Et puis cet homme commence à parler de l'ours. Ouais, il leur dit que quelques heures plus tôt, il a aperçu un ours au loin qui faisait des tours autour de la zone de camping et en vrai c'est un truc plutôt fréquent parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture et donc des fois ils viennent gratter de la bouffe. Max et Thèse, elles badent un peu parce que souvent la nuit elles se lèvent pour aller aux toilettes et donc elles ont tout sauf envie de se faire agresser par un ours en pleine nuit. Et d'un ton très sérieux, il leur explique que si elles sortent de leur voiture au beau milieu de la nuit, c'est pas que d'un ours dont elles devraient s'inquiéter. Ah bon? Elles sont pas très sereines, elles regardent le 2e homme, heureusement il est toujours en plein trip et parfaitement inoffensif. Et puis l'ancien garde forestier se lève et va vers la glacière pour se prendre une nouvelle bière. À ce stade, on est dans la forêt, il fait une nuit noire, et donc tout ce qui n'est pas très proche du feu de camp est plongé dans l'obscurité et n'est pas visible. Et c'est le cas de la glacière. Max et Tess regardent quand même en direction de vers là où il est parti, et après plusieurs secondes de noir, elle voit un point rouge apparaître. Le ranger est dans l'obscurité, à quelques mètres d'elle, et il vient apparemment de prendre une photo d'elle. Elle reste bouche bée parce que généralement avant de prendre des gens en photo, tu leur demandes. Et puis il vient se rasseoir avec elle près du feu, comme si c'était rien passé. Max et Thèse immédiatement ne sont pas du tout rassurées. Elles se lèvent, elles expliquent aux 2 hommes qu'il est tard et qu'elles doivent y aller. Le vieil homme toujours dans son trip leur souhaite bonne nuit. L'ancien ranger, lui, les regarde avec un sourire aux lèvres et leur dit de faire attention, parce que là-bas, dans les bois, il y a plus que des ours.
Et immédiatement, elle se demande pourquoi il les a prises en photo. Surtout sans dire un mot, sans demander, sans rien, c'est super bizarre. Et Max se souvient qu'elle a vu un documentaire sur les tueurs en série et que certains d'entre eux parfois avertissent leurs victimes. Malgré l'obscurité, elle retrouve leur voiture, elle rentre à l'intérieur. Max démarre alors la voiture et allume les phares, prend la direction du chemin de terre qu'elles ont emprunté pour arriver au camping, et en regardant dans son rétroviseur, elle voit le ranger, debout sur le chemin de terre, marchant vers elle en souriant, avant de le voir disparaître dans l'obscurité à cause de la distance. Cette nuit-là, elles ont roulé 1h30 de plus que prévu, avant de trouver un endroit où se garer et de dormir dans la voiture. Et surtout, elles ont fait la première et dernière rencontre vraiment badante de leur périple, avec ce fameux ancien ranger qui apparemment leur voulait pas que du bien. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que avant ce switch, elles ont parlé avec lui pendant 2-3 heures, et le mec était cool, bon délire, sympa, c'était chouette quoi. Elles ont réalisé d'un coup qu'elles étaient pas du tout en sécurité, alors qu'elles ont été très sereines pendant 2 heures avant ça quoi. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Et je suis un peu deg parce que j'adorerais un jour faire un road trip, mais vraiment j'adorerais. Mais j'ai tellement peur mec, de ce truc de mauvaise rencontre, c'est terrible. Ça je redoute. Et je suis tellement naïf, les gens naïfs comme moi, on se ferait déglinguer, on verrait rien venir. Moi le mec en kawaii jaune là dans l'ascenseur, je leur ai proposé de l'aide. Bref, à très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain thread d'horreur. On essaie d'en faire un tous les mois, je vous le rappelle. Courage à ceux qui partent en road trip demain. C'est ciao. Ce perso est cauchemardesque, mais vraiment. Eh bien, bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h, ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc, c'est compliqué de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Et cette mécanique là, ça me fait vraiment flipper. Il y a 2 histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose d'encore plus badant. Bref, messieurs dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières et allons-y. Et là, si j'étais un youtubeur stylé, il y aurait une intro dédiée à ce type de vidéo là. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement. Mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez ? Le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York, et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi à s'est démerdée, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillante. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir.
on y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si. Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune remarque spéciale à faire à part que c'était un peu féminin comme déco etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, y parle encore un petit peu. Et après quelques semaines, elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises, t'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. What? Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct. Et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit. Et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check si la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas pardon. Elle sait que c'était pas un rêve donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle
ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors: non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. C'est la fin les amis de ce 3e épisode des 3 histoires terrifiantes. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit. Ne regardez pas. À bientôt tout le monde. Bonne nuit. Pas mal, merci Julie, on passe à la première vraie histoire. Et attendez, avant qu'on commence, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui regardent les threads d'horreur en couple, qui prennent ça comme un prétexte pour se coller à leur amoureux ou amoureuse. Collez-vous, prenez-vous dans les bras, que de l'amour, ça me fait plaisir. On commence tout de suite avec la première histoire qui est celle de Alix. L'histoire se passe quand Alix avait encore 14 ans. Faut savoir qu'Alix est l'aîné de la famille et donc comme tous les aînés parmi vous, vous le savez, on vous a déjà demandé de garder le petit frère ou la petite sœur. Et ben à l'époque, Alix, on lui a demandé de garder ses 3 petits cousins. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un ado de 14 ans. Sa tante et son oncle lui demandent de faire la babysitter parce qu'ils se rendent à un mariage. Ils vont donc passer la journée à plus d'1 heure de la maison et rentrer très tard. Mais alors où est donc cette maison? Elle est en Pennsylvanie, c'est une grande maison familiale qui est sur un flanc de montagne, au milieu de rien, vraiment de rien. Et la route principale la plus proche, donc une route assez fréquemment empruntée, est à 1 km de la maison. Bon en gros vous l'aurez compris, on parle vraiment d'une maison bien isolée. Tu te retrouves pas proche de cette maison accidentellement, c'est pas possible. Bref, avant de partir, sa tante et son oncle lui laissent de l'argent pour commander des pizzas. Ils lui laissent aussi leur numéro de téléphone portable à côté de la ligne fixe du téléphone de la maison. Parce que oui, ça se passe au début des années 2000, donc Alix n'a absolument pas de portable et elle dit que même si elle en avait eu un, vu l'endroit où est la maison, elle aurait probablement pas eu de réseau du tout. Bref, il est 20 h, le bébé de 1 an dort, l'enfant de 4 ans est posé devant la télévision dans le salon et à l'étage, Alix est en train de jouer à Guitar Hero avec l'enfant de 8 ans. Alix, dans la pièce où elle est, en regardant à gauche, elle a une vue sur le salon dans lequel donc il y a l'enfant de 4 ans qui est posé devant la télé. Et en regardant à droite, il y a une fenêtre qui mène sur une allée. Quand on prend à droite cette allée, en arrivant devant la maison, il y a un abri à voiture qui est prévu pour pouvoir se garer là. Mais cette allée, elle continue aussi un peu plus loin et elle fait le tour, elle passe aussi derrière la maison. Sauf que personne ne vient jamais en voiture derrière la maison puisque ça sert à rien, étant donné qu'ils utilisent l'espace arrière comme cour de récré pour les enfants. Donc il y a plein de jouets qui traînent, il y a souvent des enfants dehors qui jouent. Bref, que ce soit l'oncle et la tante de Alix ou tous leurs amis, personne n'amène jamais sa voiture derrière la maison. Dans cette cour de récré, il y a évidemment un garage mais qui en réalité ne stocke aucune voiture, c'est plus l'atelier de l'oncle d'Alix dans lequel il bricole. Et dans ce garage, il y a une porte qui mène à l'intérieur de la maison. Maintenant que vous avez tout ça en tête, petite avance rapide. Il est plus 20 h, il est 22 h, il fait nuit noire. Alix est toujours avec son cousin en train de jouer à Guitar Hero et sur sa droite, il y a une lumière à travers la fenêtre qui attire son œil. Alix, elle pense dans un premier temps que sa tante et son oncle sont de retour plus tôt que prévu. Sauf qu'en tournant la tête, elle s'aperçoit que c'est pas du tout les phares du monospace de sa tante, mais que c'est les phares d'un énorme truck. Elle a donc jamais vu ce véhicule et en plus de ça, elle comprend que le véhicule n'est pas en train de se garer sous l'abri à voiture qui est devant la maison, mais il est en train de continuer son chemin dans l'allée pour arriver derrière la maison. Elle en déduit donc immédiatement que cette personne n'est pas une habituée des lieux et qu'elle est jamais venue ici. Alix descend dans le salon et elle prend immédiatement le téléphone de la ligne fixe pour appeler le 911, la police. Elle a même pas le temps d'avoir un opérateur au téléphone qu'elle entend la porte du garage être secouée violemment. Elle comprend donc vite la situation. Un inconnu essaie d'entrer dans la maison, dans laquelle il y a juste elle et ses 3 petits cousins dont elle doit s'occuper. Et là, soulagement pour Alix, elle a enfin un opérateur au téléphone. Opérateur qui va rapidement lui expliquer qu'il y aura personne sur place avant 30 minutes puisque la maison est complètement perdue au milieu d'une montagne. L'opératrice lui dit qu'elle va la garder en ligne pendant ce temps et elle lui demande aussi le numéro de sa tante pour la prévenir, pour qu'elle rentre plus tôt que prévu du mariage. Alix se retourne pour prendre le papier que sa tante lui a laissé, papier sur lequel il y a le numéro de téléphone de sa tante, et en se retournant, elle voit à travers une fenêtre un homme. Et cet homme, il est en train de lui sourire, comme si la situation l'amusait. Alix, elle est complètement terrorisée, et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit à l'opérateur, il y a Jake, son petit cousin, qui regarde l'inconnu dehors en disant « Monsieur Jim ?»
Jake il dit ça d'une voix confuse, comme s'il était ni content ni soulagé de voir Monsieur Jim. Et en voyant la réaction bizarre de Jake, Alix elle regarde l'inconnu et elle lui explique qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont déjà en route. L'inconnu regarde Alix droit dans les yeux, il fronce les sourcils et il prend quelques secondes à lui comme pour réfléchir de ce qu'il allait faire. Et finalement, il recule et il disparaît dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Alix voit les phares du camion se rallumer et elle le voit partir et descendre l'allée. En rentrant, l'oncle d'Alix était apparemment furieux contre ce Monsieur Jim. Et la tante d'Alix, elle, semblait très en colère contre l'oncle d'Alix de pas avoir déjà réglé ses histoires avec Monsieur Jim comme elle le lui avait déjà demandé. En fait, Alix, elle le savait pas à l'époque, elle a compris beaucoup plus tard, mais son oncle, il avait un problème d'addiction à une drogue, et ce Monsieur Jim, c'était le dealer de son oncle. Et ce dealer, il avait apparemment pas été payé depuis un petit moment. Et il était donc venu pour foutre le bordel et faire pression sur Monsieur Jim pour qu'il le paye. Sauf que c'est pas sur Monsieur Jim qu'il est tombé, c'est sur Alix, 14 ans, qui s'occupe de 3 enfants, seul dans une maison isolée. Et en plus, ce dealer apparemment prenait du plaisir à terroriser une enfant. C'est terrible, j'aurais jamais assumé. Bilan de cette histoire, avant de faire du babysitting et de garder vos petits cousins, soyez au courant des histoires de vos oncles et tantes. Hein. Voilà, un mec qui vient toquer pour embrouiller l'oncle, sauf qu'il tombe sur toi, voilà, c'est vite arrivé. Il est maintenant temps de passer à la deuxième histoire, celle de Coralie, qui n'a rien à voir. C'est une histoire qui s'est passée en 2017 quand Coralie avait 19 ans. À l'époque, elle vit dans l'une des nombreuses banlieues résidentielles de sa ville. Elle explique qu'à l'époque, elle est un peu naïve, elle considère qu'elle vit dans un endroit qui est hyper safe, qu'il est jamais rien arrivé de mal dans sa résidence, etc. Et du coup, elle fait des trucs qu'elle se permettrait plus de faire aujourd'hui. Alors c'est pas du tout des trucs de ouf, hein, c'est juste sortir ou rentrer tard quand il fait nuit, seule. Mais cette année-là, il y a 3 trucs de bizarres qui lui sont arrivés. Et le dernier de ces 3 trucs a radicalement changé son comportement. Un soir, Coralie, elle sort assez tard des cours et il est aux alentours de 22h. Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle. Elle a étudié toute la journée, il est tard, elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Mais en se dirigeant vers son immeuble, elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir. Évidemment, ça l'a un peu fait bader, elle a pas pris le temps de s'arrêter, elle s'en fout, chacun sa merde. Et puis un peu plus tard, quand elle s'apprête à se coucher, elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur. Coraline, elle habite au 2e étage, donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien. Et le temps qu'elle l'ouvre, il y a plus un bruit à l'extérieur. Bon, Coralie, elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien. Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a entendu. Et puis elle va se coucher. Et là, il va rien se passer pendant plusieurs semaines. Mais un soir, il est tard, Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme. Et sur le retour du chemin des courses, en marchant vers son immeuble, elle voit de nouveau quelqu'un accroupi, cette fois près d'un buisson, près de son bâtiment. Et cette fois, cette personne accroupie, elle est face à Coralie et elle la regarde. Coralie, face à ça, elle sait pas trop quoi faire et elle fait naïvement un signe de main. Et la personne qui la regarde, elle, ne réagit absolument pas à ce signe de main. Coralie se dirige vers son bâtiment, elle passe à quelques mètres de cette personne et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement et tout va bien. En fait, dans ce genre de situation, c'est très compliqué de réaliser qu'il se passe un truc anormal et alarmant. T'es très souvent dans le méga déni. Tu continues à faire ta vie, tu fais comme si ça existait pas et là, c'est exactement ce que Coralie, elle fait. Elle envoie donc une nouvelle fois un message à son propriétaire pour lui dire « Hey, au fait, j'ai revu la personne que j'ai vue il y a 4 semaines qui était immobile accroupie. » Et son propriétaire lui répond qu'il a reçu plusieurs messages d'autres locataires qui lui ont signalé la même chose. À partir de là, 3 mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne. Jusqu'au 3e incident qui, cette fois, n'a pas laissé Coralie indifférente. Ce soir-là, Coralie, elle est chez elle avec son mec et ils viennent de s'embrouiller. Son mec est saoulé, il décide de rentrer chez lui et Coralie se voit mal le laisser rentrer chez lui seul. Comme il habite pas très loin, elle décide de le raccompagner chez lui à pied. Et sur le chemin du retour, quand Coralie est seule, elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette, qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson, mais debout, sous le réverbère, au milieu de la route. Sauf que là, Coralie, pour rentrer chez elle, elle doit vraiment passer à côté de lui, et elle le sent pas du tout. Du coup, elle s'est cachée derrière un arbre, en attendant qu'il dégage. Et là, les minutes passent, mais le mec ne bouge pas. Il reste là, debout, au milieu de la route, à regarder au loin. Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut, parce que c'est incompréhensible, quelqu'un qui est immobile, au milieu d'une route sous un lampadaire, enfin, qu'est-ce qu'il fout, quoi? Sauf qu'après 30 minutes à attendre derrière l'arbre, Coralie, elle a envie de rentrer chez elle, et donc elle se dit, bon, franchement, j'abuse, le mec il est juste là debout à regarder des trucs, je m'en fous. Qu'est-ce que je raconte, je suis parano. Elle se relève donc et elle se met à marcher vers son bâtiment en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible. Elle s'approche doucement de cet inconnu et puis elle arrive à son niveau. Et en passant à côté de lui, elle a un vieux feeling. Elle se dit, je le sens pas, je vais courir maintenant. Et au moment où elle se met à courir, le mec derrière lui crie dessus. Coralie, elle court de toutes ses forces sur le gravier, et dans sa course, elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle, comme si le mec lui courait après. Elle réussit à rentrer dans le bâtiment, à fermer la porte, et elle trace jusqu'au 2e étage, jusqu'à chez elle, et elle appelle immédiatement la police. Et d'ailleurs, elle appelle pas que la police, elle appelle aussi ses voisins dont elle a le numéro, des membres de sa famille, son mec, bref, tout le monde est au courant de ce qui vient de lui arriver. Les jours passent, Coralie ne sort plus quand il fait nuit, elle est quand même bien choquée de ce qui vient de lui arriver, et c'est normal, c'est choquant. Et puis elle a des news de son propriétaire. Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance de l'incident survenu quelques jours avant, et malheureusement, Coralie n'a rien inventé. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit bel et bien l'inconnu courir après Coralie, et se jeter dans un buisson juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment. Et à partir de là,
plus aucune nouvelle. Coralie n'a plus jamais revu cette personne. Elle a jamais su ce qu'il foutait accroupi dans des buissons ou debout au milieu de la route dans son quartier tard le soir. Elle sait juste qu'aucun voisin ne l'a jamais revu depuis cet incident et qu'elle désormais elle évite de sortir ou de rentrer quand il fait nuit. Quoi qu'il en soit, si vous voyez des gens rôder bizarre dans votre quartier, être immobile, être chelou, faites-vous confiance, ce n'est pas normal. Voilà, prenez soin de vous, la sécurité avant tout, ça me fait bader. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de Josh. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Josh à cette époque est chez lui avec son chien et avec le recul à chaque fois qu'il repense à cette histoire il se dit qu'est-ce que c'était que ce bordel. Ce jour-là il est 23h, il fait nuit dehors et Josh il est posé devant sa télé avec son chien à côté de lui, le genre de soirée qu'on adore, et il entend une voiture devant sa maison couper son moteur. Josh prend pas la peine de se lever, il se dit que c'est probablement son voisin d'en face qui vient de rentrer du travail, mais son chien n'est pas du même avis et lui il décide d'aller voir par la fenêtre qui vient de couper le moteur de sa voiture. En allant voir par la fenêtre, le chien abîme un peu le store de Josh, ce qui force Josh à se lever et à aller auprès de sa fenêtre pour le remettre en place. Et en arrivant près de sa fenêtre, Josh il voit qu'à l'extérieur il y a bel et bien une voiture qui est garée devant chez lui. Il distingue pas trop de détails mais il voit que le conducteur est encore assis dans la voiture et ça l'interpelle pas plus que ça quoi. Les gens font leur vie, c'est un quartier, il y a du passage, bon il s'en fout. Il se sert un petit verre d'eau et il retourne se poser devant la télé à regarder sa série. Et là, 15 minutes après qu'il ait réparé son store et vu la voiture garée devant chez lui, Josh il entend quelqu'un tapoter à sa porte. Il précise, il entend pas toquer, il entend tapoter, c'est genre très léger. Josh met en pause sa série pour mieux entendre et son chien lui va s'asseoir devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'il entend tapoter cette fois non pas à la porte d'entrée mais à sa fenêtre. Josh se lève, il va écarter deux lamelles de son store pour voir qui est à la fenêtre et avant même qu'il ait le temps de distinguer le visage de cette personne, elle retourne tapoter à la porte d'entrée. Et cette fois le tapotement il va durer plusieurs dizaines de secondes. Et comme il attend pas de visite et que c'est pas du tout le genre de sa famille ou de ses amis de lui faire des surprises et de débarquer chez lui, il comprend que là il se passe un truc bizarre. Du coup il fait un move très malin, il ouvre ni la fenêtre ni sa porte d'entrée, il monte à l'étage de chez lui et il ouvre la fenêtre à l'étage. Il voit donc l'inconnu qui est en bas de chez lui et il lui dit bonjour, vous voulez quoi? Et ce mec lui répond que c'est le livreur de la pizza, qu'il a sa margarita et qu'il lui doit 20 $. Et là Josh il se sent méga con et immédiatement il se dit putain mais en fait le mec a tapoté parce qu'il est 23h et il voulait pas faire trop de bruit pour les voisins, c'est tout. Par contre Josh n'a pas commandé de pizza et il le fait savoir. Il dit au gars mec je suis désolé mais j'ai pas commandé de pizza. Mais le livreur check son téléphone et lui dit écoute mec je suis bel et bien à la bonne adresse, je fais juste mon taf, descends et ouvre la porte. Sauf que même s'il fait sombre sur le palier de Josh voit bien que dans ses mains il a rien le mec. Et là l'échange va durer un petit moment et Josh n'en démord pas, il lui dit frérot je n'ai pas commandé de pizza, soit t'as la mauvaise adresse, soit tu t'inventes une vie et tu n'es pas livreur de pizza. Et là malgré tout ce que Josh va pouvoir dire à ce mec va pas arrêter de lui dire allez descends, ouvre-moi la porte, donne-moi ce que tu me dois et prends ta pizza s'il te plaît. À tel point qu'au bout d'un moment le voisin de Josh, celui qui habite en face, donc de l'autre côté de la voiture garée, sort de chez lui pour voir ce qui se passe parce qu'il entend du bruit depuis plusieurs minutes. Et en voyant ça, le livreur de pizza fantôme immédiatement retourne à la voiture, la démarre et se casse. Et c'est la fin de l'histoire de Josh. Encore à ce jour, Josh, il comprend pas ce qui s'est passé ce soir-là. Que voulait ce gars? Est-ce que le gars était peut-être dans une phase où il était complètement déséquilibré, il pensait vraiment qu'il venait livrer une pizza? Est-ce qu'il avait une stratégie malsaine derrière? Il fait genre que c'est un livreur et en fait, il rentre chez toi et il fait je sais pas quoi? Josh n'a aucune réponse, voilà. Il raconte juste ça en mode les gars, il m'est arrivé ça. C'est quoi cette merde? Merci, au revoir. Est-ce que c'est bon pour vous ce genre de rencontre? Ce genre d'interaction sociale avec d'autres humains? Est-ce qu'elles vous plaisent ces interactions? Portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous étiez bien dans l'ambiance avec le décor, moi je suis très content, je trouve que ça met encore plus dans l'ambiance. Et puis à très vite, gros bisous les squeeze. Ça vous plaît hein quand vous cliquez sur ce type de vidéo là? 3 histoires d'horreur, vous connaissez la recette. Et il y en a eu pas mal en fait pendant les confinements et les couvre-feux. Bah oui, les gens creepy continuent à être creepy. Un plaisir. Déjà, petite recommandation de film d'horreur, je sais pas si j'ai déjà fait en vidéo. Hérédité, incroyable, j'ai adoré. Et Midsommar, fait par le même réalisateur, c'est son deuxième film. Un autre délire, j'ai un peu moins aimé, mais les deux films sont excellents, n'hésitez pas. Voilà, pour ceux qui aiment le délire film d'horreur et tout. Il y a un peu que ça à foutre en ce moment, mater des séries et des films. Régalez-vous. Bon, des histoires, on en lit avec Lorraine à chaque fois, hein, avant que je la raconte. Je pense pas qu'il y ait des histoires qui fassent plus peur objectivement que d'autres. Je pense que c'est juste un truc de sensibilité. Il y a certaines mécaniques qui vont faire bader les uns et pas les autres, et d'autres mécaniques vice versa. C'est un truc très subjectif, l'horreur, mais en tout cas, ça continue à me passionner. Et sortez plus de films d'horreur là, à Hollywood. J'ai besoin de frissonner. Bon, il y a le nouveau Conjuring qui arrive, j'ai hâte. J'ai très hâte. Bref, passons à nos 3 histoires du jour. On commence avec celle de Quentin. Il y a une chose à savoir dans l'histoire de Quentin, c'est que là où il vit dans son pays, tout ce qui est naturel, donc les plages, les vallées, les forêts, bah t'as le droit d'aller y camper. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais par exemple en France, on n'a pas le droit d'aller camper où on veut. Il y a des aires de campement prévues à cet effet, et si tu vas camper ailleurs que là sans autorisation, bah t'es dans l'illégalité. Bref, par conséquent, quand il était petit avec sa famille, ils adoraient aller faire beaucoup de camping. Il partait plusieurs fois par an avec ses parents, des amis de ses parents,
parents et donc les enfants des amis de ses parents. Ça faisait une sorte de colonie de vacances cool. Et la plupart du temps, ils allaient camper sur une plage, ce que j'ai jamais fait perso. J'ai toujours été en forêt avec les moustiques et la peur des sangliers. Et quand ils campaient sur cette plage, ils étaient jamais seuls. Et il y avait même des bateaux en fait qui étaient postés tout le long de la plage avec des gens qui passaient la journée sur leur bateau puis qui le soir ils dormaient. Je sais pas comment on appelle ça, mais du coup c'est plus du camping. Bref, l'endroit où ils allaient camper, c'est un truc qui est très familial. Tout le monde vient avec ses enfants passer du bon temps. L'histoire que Quentin nous raconte se passe au printemps 2011. Il spécifie qu'il s'en souvient parce que quelques mois avant, ils ont adopté un chien à un refuge. Un chien qui s'appelle Parmesan. Il explique qu'ils ont adopté ce chien quand il avait 6 mois, après qu'il ait été exfiltré d'un business de combat de chiens, c'est bon? Il le décrit comme un chien hyper à l'aise avec la plupart des humains et aussi avec la plupart des autres chiens. Printemps 2011, ils décident d'aller faire un fameux camping à l'endroit habituel, mais cette fois, ils emportent pour la première fois avec eux leur nouveau chien. Malheureusement, cette fois-là, ils sont partis plus tard qu'habituellement et donc en arrivant sur place, c'est le coucher du soleil ou plutôt la tombée de la nuit. Alors évidemment, établir un camp quand il fait nuit, c'est hyper chiant et compliqué. Quentin et sa famille comptaient sur la lumière des bateaux et des campements aux alentours pour y voir clair eux, sauf que malheureusement, cette fois-là, il n'y a pas d'autres campeurs sur la plage. Ils sont seuls. Ça effraie pas du tout les parents de Quentin qui commencent à sortir les bagages de la voiture, qui commencent à monter la tente, en s'éclairant avec les lampes torches disponibles et dans la bonne ambiance. Comme il fait nuit et qu'ils viennent d'avoir Parmesan, Quentin, il a pas envie de le laisser se balader librement sur la plage parce qu'il y a de grandes chances qu'il le perde de vue et qu'il le perde tout court. Donc il décide pour le moment de le laisser enfermer dans la voiture. Cette plage, elle est en forme d'arc de cercle. Et tout au long de cet arc de cercle se trouve une route. Et une voiture fait le tour de cette route qui longe la plage. Rien d'alarmant, probablement une autre famille qui vient monter le camp ici, vu que c'est un spot très fréquemment utilisé parce qu'il est très beau. Mais quelques minutes plus tard, la voiture refait le tour, sans s'arrêter. Mais le père de Quentin s'en fout et continue à monter le camp. Quelques minutes plus tard, la voiture revient, sauf que cette fois, elle s'arrête le long de la route. Et elle s'arrête juste à côté de la voiture de la famille de Quentin. Et le conducteur sort de la voiture. La maman de Quentin pense d'abord que c'est probablement un mec chargé de la sécurité de l'endroit et qui vient leur demander ce qu'ils font là et qui s'assure que c'est une famille normale qui vient camper et faire des trucs normaux à cet endroit. Et puis en observant la silhouette dans l'obscurité qui se rapproche d'eux, il remarque que cette silhouette, elle marche pas correctement. Cette personne, elle marche comme marcherait quelqu'un qui est ivre ou qui est drogué. Quentin et ses parents sont intrigués, son père tend donc sa lampe torche vers la silhouette pour mieux voir, et c'est là qu'ils s'aperçoivent que la silhouette, en plus de marcher bizarrement, elle a dans sa main gauche un couteau. Immédiatement, le père de Quentin tend son bras et met toute sa famille derrière lui, et dans son autre main, il tend un maillet de camping. Son père, très calme, demande d'abord à l'homme de ne pas s'approcher. Mais l'inconnu continue. Après quelques secondes, le père de Quentin perd patience et se met à crier sur l'inconnu. Et l'inconnu, lui, se met à crier sur le père de Quentin en retour. Ce qui est très peu rassurant. Quentin et sa sœur se mettent à pleurer, ils sont petits, leur père crie sur un inconnu qui lui crie dessus aussi. Tout laisse à penser qu'ils vont se battre et que vu ce que les deux hommes ont dans leurs mains, il y en a un qui va finir dans un sale état. L'inconnu n'est plus qu'à 2 mètres du père de Quentin, et là, un chien arrive en courant sur l'inconnu et lui mord au niveau du bras de toutes ses forces. Ce chien, vous l'aurez deviné, c'est Parmesan. Surpris, l'inconnu laisse tomber son couteau et il court jusqu'à sa voiture. Parmesan, lui, ne pourchasse pas l'inconnu, il reste positionné proche de sa famille. Et immédiatement, Quentin et ses parents rassemblent leurs affaires et retournent dans la voiture. Une fois dans la voiture, Quentin il réalise que si Parmesan a pu leur venir en aide, c'est parce qu'il avait légèrement laissé ouvert la fenêtre côté passager pour qu'il ait un peu d'air. Et que Parmesan, après avoir entendu 2 hommes se crier dessus, a appuyé sur la vitre avec ses pattes, ce qui a agrandi le trou et il a donc pu partir de la voiture et les sauver. C'est bon, la famille est donc de nouveau dans la voiture, ils prennent la direction de leur maison, ils veulent rentrer, ils sont choqués de ce qui vient de leur arriver, sauf que le réservoir d'essence est presque vide. En arrivant en ville, ils trouvent une station, ils s'y rendent, le père de Quentin s'approche de la vitre pour essayer de voir les horaires d'ouverture, et c'est là qu'il entend une voix lui dire « c'est fermé ». Et cette voix, c'est celle de l'inconnu au couteau. Il est là, assis sur le capot de sa voiture, en train de panser son bras qui saigne à cause des blessures infligées par Parmesan. Et évidemment, quand le père de Quentin voit ça, il remonte dans la voiture et il trace. Il trace, mais il a toujours pas pu faire de plein d'essence et il lui reste apparemment de quoi faire 50 km. Ils prennent la route et après quelques minutes, ils voient des phares dans leur rétroviseur. Et ces phares, ils viennent de la voiture de l'homme au couteau. Il a compris que la famille manquait d'essence et il les suit. Et il va les suivre sur 40 km. Il va changer de direction à seulement 5 km de la station essence que visait le père de Quentin. La famille est soulagée, elle fait le plein en vitesse, et après un long trajet de plusieurs heures à être parano et à surveiller les rétroviseurs constamment, elle est enfin de retour à la maison et pas prête d'aller camper de nouveau. Alors, on a envie de camper ou pas là? Bref, petite rencontre agaçante, on adore ça, croiser des gens avec des couteaux qui sont menaçants et qui nous hurlent dessus, oui. J'irai pas camper à un endroit où il y a personne. C'est mort. Il est temps de passer à la deuxième histoire, c'est celle de Maya. Maya, son histoire, elle est très récente puisqu'elle est arrivée pendant le confinement. Pendant les confinements, on avait le droit de sortir pour faire de l'activité physique, et c'est ce que Maya a décidé de faire parce qu'à force de rester chez elle toute la journée, elle avait besoin de se dépenser. Ce jour-là, elle va donc courir comme régulièrement dans le parc à côté de chez elle, sauf que comme elle a pas beaucoup de cardio, elle explique qu'elle est systématiquement obligée de faire une petite pause. Ce jour-là, pendant sa pause, elle regarde autour d'elle comme d'habitude, et elle croise le regard de quelqu'un
quelqu'un qui la fixe. Ça arrive de croiser le regard de quelqu'un, elle est pas affolée plus que ça, et après un petit moment, elle reprend son jogging. Mais quand elle reprend son jogging, elle voit au loin que cet inconnu se met à marcher, et il se met à marcher dans la même direction qu'elle. Après plusieurs minutes, elle regarde autour d'elle, et elle comprend que, heureusement, elle a réussi à le semer. Sauf que Maya, elle a tort. Il est 22h, Maya est de retour chez elle, elle sort de la douche, elle décide d'aller se coucher, et à travers la fenêtre de sa chambre, elle remarque des phares de voiture qui tournent dans sa rue. Maya, elle vit dans une rue très calme. Quand une voiture passe dans cette rue, c'est 95% du temps un habitant qui rentre chez lui. Sauf que ce jour-là, la voiture que Maya aperçoit, elle fait des va-et-vient dans la rue. C'est donc parfaitement inhabituel. Après plusieurs va-et-vient, la voiture s'arrête devant la maison de Maya, et un homme côté passager en descend. Il y a donc quelqu'un qui conduit, et ils sont deux. Et cet homme qui descend de la voiture, vous en doutez, c'est l'homme qu'elle a aperçu plus tôt dans le parc. Maya assiste à ça en regardant à travers la fenêtre de sa chambre, et d'un coup l'inconnu lève les yeux vers la fenêtre de la chambre de Maya et croise son regard. Maya, elle se dit tout de suite que le mec est un stalker relou qui vient toquer pour la draguer. Elle décide de fermer ses stores et elle va dormir. C'est chelou! Jamais je vais dormir! Comment tu fais, Maya, pour t'en battre les couilles comme ça? C'est incroyable! Et évidemment, elle est réveillée un peu plus tard par un tapotement sur sa fenêtre. Ah bon? Elle ouvre les yeux et elle distingue la silhouette d'un homme, probablement le même, puisqu'elle voit en contrebas les phares de la voiture de tout à l'heure. Et là, elle se dit, mais comment il a fait? Ma chambre, elle est au 2e étage. Il a escaladé le toit du rez-de-chaussée pour atteindre la fenêtre de ma chambre? C'est pas des manières, ça, c'est quand même étrange. Après quelques minutes à faire semblant de dormir en restant immobile dans son lit, elle se lève, elle prend son téléphone et elle appelle la police. L'opérateur lui dit, ok, effectivement, ce n'est pas normal, ne bougez pas, une patrouille est en route et elle arrive dans 5 minutes. Après plusieurs minutes, Maya, elle entend un gros bruit sourd. Elle en conclut que c'est probablement le bruit qu'a fait l'inconnu en sautant de son toit. Et puis d'un coup, ça toque à la porte. Au rez-de-chaussée cette fois. Et après que ça ait toqué, une voix rassurante dit « C'est la police, vous nous avez appelé, ouvrez ». Maya descend au rez-de-chaussée, elle s'apprête à ouvrir la porte, mais avant d'ouvrir la porte, elle veut remercier et dire au revoir à l'opératrice qu'elle a toujours au bout du fil. Elle la remercie, elle lui dit que la patrouille est là et elle s'apprête à raccrocher. Mais au moment de raccrocher, l'opératrice lui dit « Attendez, la patrouille est toujours en route. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est pas la police. Donc n'ouvrez surtout pas ». Maya, sur la pointe des pieds, remonte au 1er étage et là elle va attendre de longues minutes avant que la police arrive et que cette fois les vrais policiers frappent à sa porte en disant « Ouvrez, c'est la police, vous nous avez appelé ». Cette fois l'opératrice lui dit « C'est bon, c'est bien la patrouille ». Cette fois Maya ouvre la porte et il y a devant chez elle 3 voitures de police et environ 6 policiers qui lui demandent ce qui vient de se passer et comment ils peuvent l'aider. Elle leur raconte tout, évidemment les 2 mecs s'étaient déjà barrés et dans ces cas-là la police elle peut rien faire à part faire des patrouilles les jours qui suivent pour intervenir si jamais les ravisseurs décident de revenir, mais généralement c'est pas le cas. Moi je vais vous dire un truc, quand ça toque, même si j'attends quelqu'un à une heure précise et que ça toque à cette heure précise, je regarde toujours dans l'œil de ma porte. Je sais pas pourquoi, j'ai trop peur qu'il y ait des gens qui sonnent et qui soient mal intentionnés, c'est terrible. Des fois même c'est des livreurs et je reste 10 secondes comme ça à être sûr que c'est bien un livreur. On sait jamais. Messieurs dames, c'est l'heure de la 3e histoire, c'est celle de Simon et je l'aime beaucoup parce que c'est des jeunes qui sont fans d'aventures frissonnantes comme nous, sauf qu'ils ont vécu des trucs que nous on veut pas vivre. À cette époque, Simon a 19 ans, il est dans la fleur de l'âge, il bosse chez McDo et un vendredi après le travail, il rejoint des amis à lui et comme ils sont tous un peu fans d'histoires d'horreur, il décide de se rendre à un endroit connu pour être hanté dans la région, White's Bridge. La légende raconte que dans les années 1900, un fermier local aurait pété un câble après avoir appris que sa femme le trompait et il l'aurait tué, elle et son amant. Après avoir commis cet acte impardonnable, il se serait rendu sur ce pont sur lequel il aurait, après une prise de conscience soudaine, décidé de se pendre. Simon explique que bien évidemment cette histoire est absolument fausse, mais qu'à l'époque, ils avaient 19 ans, ils étaient fans d'histoires d'horreur et ils y croyaient à mort. Et ils prennent la route en direction du pont. Et évidemment, plus ils se rapprochent de ce pont, plus c'est paumé et moins ils ont de réseau. On est en 2006 et c'est vrai que le réseau, il était pas aussi bien que maintenant. Bref, un dernier virage et nos amis tombent sur The White Bridge. Effectivement, on dirait clairement le pont d'un film d'horreur, il est vieux, il est usé, il fait bader. À l'entrée du pont, ils tombent directement sur un épouvantail. Dans cette bande de potes, il y a un mec qui s'appelle Mike, c'est un peu le casse-cou, c'est un peu le fêlé du groupe. Et Mike, il fait une dinguerie, il prend l'épouvantail et il l'allume avec son briquet et évidemment, ça prend feu direct. Alors oui, c'est une vraie idée de merde vu qu'ils sont sur un pont en bois, qu'en plus il a pas plu depuis un moment et que le bois est parfaitement sec. Heureusement, après plusieurs secondes, Mike s'en rend compte et il jette l'épouvantail enflammé dans la rivière et s'assure qu'il n'y ait pas de braise qui traîne sur le pont. L'exploration du pont touche à sa fin, c'est un petit pont, hein, c'est pas un truc de dingue. Mais bon, nos amis n'ont pas assez frissonné et Brandon leur dit: écoutez les gars, la légende raconte que si on garde notre voiture au milieu du pont, qu'on la met au point mort et qu'on coupe le moteur, l'esprit du fermier mort poussera la voiture vers l'avant pour le faire sortir du pont. C'est complètement con, on est d'accord, c'est complètement con. Mais vendredi soir, jeunesse, fans de légendes qui font peur, let's go. Ils remontent donc dans la voiture, ils vont sur le pont, ils mettent le point mort, ils coupent le contact et là ils se retrouvent assis dans le noir absolu, dans le silence absolu, à attendre qu'il se passe un truc. Il y a juste des bruits du pont qui grincent, des bruits de rivière qui coulent sous le pont et d'un coup, des bruits de pas. Et ils ont même pas le temps de réaliser que c'est vraiment des bruits de pas. La portière arrière gauche de la voiture s'ouvre et une femme entre et s'assoit dans la voiture.
Il y a un petit silence, nos amis regardent cette femme, et cette femme leur dit qu'elle est vraiment contente qu'il soit là, parce que la voiture de son petit ami est tombée en panne, et qu'elle a besoin qu'on la ramène chez elle. Quentin et ses potes se regardent, comprennent toujours pas ce qui se passe, et ils lui disent « Désolé, mais déjà vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous foutez là ?» Et là, le ton de la femme change. Elle se met à leur répondre très sèchement. Elle leur dit froidement « Écoutez, je viens de vous expliquer. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me conduire jusqu'à chez moi pour pas que j'ai à faire le trajet à pied ?» Quentin, qui conduit la voiture, croise le regard de la femme dans le rétroviseur et il se dit « Il y a un blême. » Et il décide de dire à la femme de descendre de la voiture et de dégager. La femme soupire, ouvre la portière et retourne en marchant de là d'où elle vient, c'est-à-dire l'obscurité. Quentin et ses potes se regardent, ils se disent « Il s'est vraiment passé un truc ?» La voiture est toujours au milieu du pont et face à eux, il y a juste l'espace pour faire demi-tour et aussi un petit chemin qui part sur la droite et qui a l'air de mener nulle part. Ils avancent donc dans l'espace pour faire demi-tour et en regardant sur leur droite, ils voient effectivement grâce au phare de la voiture au loin, une voiture qui a l'air d'être en panne. Et là évidemment ils se sentent bien cons, puisque la meuf ils l'ont bien envoyé chier. Et c'est là que Mike leur fait remarquer un truc. La voiture au loin, elle est dans un bien trop sale état pour être simplement en panne. C'était bien du bullshit ce que cette femme vient de nous raconter. Mais alors elle voulait quoi? Quentin ne veut pas savoir, il retraverse le pont et il se casse. À ce jour, ils y sont jamais retournés, ils ont eu les frissons qu'ils cherchaient, du coup c'est bien. Ils pensent qu'elle était probablement complice d'un futur guet-apens, qu'elle voulait les emmener à un endroit en faisant genre que c'était chez elle, sauf que c'était pas chez elle et qu'en arrivant sur place, ils allaient se faire voler la voiture ou pire, on n'en sait rien. En tout cas, il y a plein d'histoires qui ont continué à circuler à propos de ce pont, c'était vraiment une légende locale et apparemment il y a des jeunes qui, il y a quelques années, y ont foutu le feu, ce qui a mis fin à toutes les légendes d'un coup. Lui et ses amis en tout cas ont décidé de plus jamais y retourner parce qu'ils ont vraiment eu peur ce soir-là. Et putain, ils ont de la chance. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'ai envie de mater un film d'horreur, je vais pas me priver, mais sait-on jamais, si vous avez des petites pépites à recommander, je suis méga chaud. Comme d'hab, j'aime bien vous souhaiter bonne nuit après ça. Et regardez par votre fenêtre si une voiture fait des va-et-vient, on sait jamais. Allez, bisous. Messieurs, dames, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un thread d'horreur spécial Halloween. Attendez, pause. Avant ça, une photo de mon costume d'Halloween. Une note sur 10 maintenant, et c'est un 9 sur 10 de moyenne, je vous remercie. Alors, en quoi le thread d'horreur d'aujourd'hui est un spécial Halloween? Eh ben parce que ce sont vos histoires que je vais raconter. Il y a quelques temps, j'avais fait un tweet, on a reçu quelques milliers d'histoires, ce qui est assez conséquent. Et deuxième raison, évidemment, comme c'est Halloween, on va pas faire 3 histoires, on va faire 5 histoires. Wouh! Et avant, on passe tout de suite à la première histoire. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Inès. Évidemment, j'ai modifié son prénom pour des raisons de sécurité. Il y a quelques semaines, Inès emménage sur Toulouse pour faire ses études. Elle a trouvé un petit appart sympa, pas loin de la fac, qui rentre parfaitement dans son budget. Elle s'apprête à vivre sa meilleure vie. Après une soirée arrosée, Inès décide de rentrer chez elle, sauf qu'il est tard et donc il n'y a plus de métro et plus de bus. Du coup, en toute logique, Inès appelle un chauffeur VTC via une application très connue. Le chauffeur arrive, elle monte à l'intérieur de la voiture, il a un masque Covid, elle aussi elle a son masque Covid. Pour le moment, aucun signe alarmant. Le trajet se passe bien, les discussions sont rigolotes, Inès parle même de sa voiture, parce que c'est apparemment une vieille voiture des années 2000 et qu'elle l'aime particulièrement. Et en arrivant à destination, le chauffeur qu'on va appeler David demande donc à Inès quelle est sa voiture parmi toutes celles qui sont garées en bas de l'immeuble. Inès monte donc du doigt sa vieille 75 chevaux avant que les deux rigolent et qu'elle rentre chez elle. Elle se couche, elle s'endort, tout va bien. Le lendemain, Inès, elle a un vieux feeling, un mauvais pressentiment. Et elle précise que souvent quand elle a un mauvais pressentiment, il y a une raison. Mais les jours passent et il se passe rien d'anormal, sauf qu'une semaine après, en rentrant de la fac, elle retrouve des dizaines de papiers sous son essuie-glace. Et sur ces papiers, bien évidemment, il y a des messages. Tu te rappelles le Uber de jeudi soir? T'étais vraiment charmante. Envoie-moi un message. J'ai 2 fois ton âge, mais on pourrait aller boire un café. Et là, Inès, elle se décompose et elle panique. Elle prend tous les papiers, les déchire et les jette à la poubelle. Elle se dit qu'il n'y a pas grand chose à faire et que si ce gars est sur elle, ça lui passera, puisqu'elle va répondre en aucun cas à ses avances. Mais elle a la preuve que son mauvais pressentiment était finalement fondé et qu'il faut maintenant qu'elle soit vigilante. 2 jours plus tard, Inès rentre chez elle et elle tombe sur un nouveau message, cette fois-ci glissé dans sa boîte aux lettres. Je sais où tu habites, tu as dû le comprendre, alors envoie-moi un message. Là, Inès est totalement terrifiée. Sa mère lui dit d'appeler la police, mais Inès refuse puisqu'elle est convaincue que ça va ne mener à rien et que les policiers vont probablement prendre ça pour un canular ou une mauvaise blague pour les faire chier. 2 jours plus tard, Inès arrive à la fac comme chaque matin et en arrivant dans le hall, elle tombe sur David. David se met à marcher vers elle et dit à haute voix: Ah, ma fille, te voilà. Pourquoi tu m'envoies pas de message depuis 3 jours? Inès comprend immédiatement que David vient de se faire passer pour son père à l'accueil de la fac. Et dans sa tête, il y a 2 options. Soit elle fait un scandale en disant haut et fort que cet homme n'est pas son père et elle risque donc d'engendrer quelque chose de très gros. Elle sait pas s'il est armé, elle sait pas s'il va l'agresser, elle ne sait rien. Soit elle rentre dans le jeu de David et elle essaie discrètement de faire passer un message à l'accueil de la fac. Ne sachant pas de quoi David est capable, évidemment Inès elle choisit la deuxième option. Ça va durer plusieurs dizaines de secondes et malheureusement la personne à l'accueil ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et là, coup de chance pour Inès, une amie à elle la reconnaît et décide de venir lui parler. David prend immédiatement la parole et lui dit: Ah, tu dois être Chloé, je suis le père d'Inès. Sauf que malheureusement
malheureusement pour lui, elle s'appelle pas Chloé. Et en plus, elle sait qui est le vrai père d'Inès. La dame de l'accueil comprend enfin qu'il se passe quelque chose de bizarre et décide d'aller discrètement appeler la sécurité. Quelques dizaines de secondes plus tard, la sécurité vient parler à David et David se met à hausser le ton et à être très menaçant envers eux. Il va aller jusqu'à les frapper. Au vu de la situation, Inès décide alors d'appeler la police et David va finalement être mis en état d'arrestation devant la fac. Quelques jours plus tard, Inès a des nouvelles et David était en fait recherché pour séquestration, esclavage et meurtre. L'histoire aurait pu très mal finir, donc GG Inès, on est tous heureux, je pense on peut le dire, de savoir que tout va bien et qu'il ne t'est rien arrivé. Voilà, plein de gros bisous à toi et merci d'avoir partagé cette histoire qui j'espère n'arrivera plus jamais. Alors, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathias. Au moment des faits, Mathias vient d'avoir son bac, il a 18 ans, et il vient d'emménager dans un nouvel appartement à Limoges. Un soir, Mathias vient de vivre une soirée étudiante beaucoup trop arrosée, et il rentre avec grande difficulté chez lui puisqu'il est ivre-mort. Mathias instinctivement appuie sur la poignée, et la porte s'ouvre. Comme il est raide mort, il se dit qu'il a tout simplement oublié de la verrouiller à clé, il se pose pas de questions, il rentre dans son appartement, il ferme la porte derrière lui, il atteint sa chambre, il s'effondre dans son lit. Mais il y a un truc qui le dérange, c'est que l'odeur est pas comme d'habitude. Mais comme il est ivre-mort, il va pas creuser plus que ça, il va préférer dormir. Le lendemain matin, Mathias se réveille, énorme mal de crâne évidemment, il est en pleine gueule de bois, et il constate que son lit n'est pas du tout à la bonne place. Et qu'en fait, il n'est pas du tout dans sa chambre. Et il tombe sur un mec qui a 25 ans, et qui lui demande s'il a bien dormi et s'il veut boire un truc. Et là, Mathias comprend qu'en fait, il a pas dormi chez lui, il s'est trompé d'étage, et il est allé dans l'appartement de quelqu'un d'autre, qui avait pas fermé sa porte à clé, et donc il a pu rentrer chez lui. Donc il savait pas, mais les appartements ont exactement la même structure. Genre tous les apparts ont la chambre au même endroit, le salon au même endroit, etc. Bref, il est face à ce mec, et premier truc qu'il fait évidemment, c'est qu'il s'excuse et qu'il lui dit qu'il part et qu'il est vraiment désolé, qu'il s'est trompé d'appartement. Le gars en face, très cool, lui dit qu'il y a absolument aucun souci, que ça arrive de rentrer alcoolisé et de se foirer, et qu'il va lui préparer un petit café. Mathias à ce moment-là, il comprend pas trop parce qu'il se dit, bah attends, moi à la place de ce mec, j'aurais le seum. Il y a un inconnu qui vient de dormir chez moi, casse-toi. Mais au vu de la réaction du gars, il veut pas le vexer, il décide de prendre un café avec lui. Il précise que le moment était un peu cringe puisque bah ils se sont pas du tout parlé, c'était juste face à face en train de boire chacun un café, et qu'aussitôt le café terminé, il est vite monté à l'étage d'au-dessus pour rentrer chez lui. Le lendemain soir, une fois la gueule de bois bien derrière lui, Mathias il sort de son appartement pour descendre ses poubelles et il entend quelqu'un ouvrir la porte de l'appartement en dessous le sien. Donc l'appartement dans lequel il a dormi par mégarde. Il décide de vite descendre pour reparler à ce gars-là et revenir sur ce qui s'est passé et une nouvelle fois lui présenter ses excuses parce que Mathias vit pas forcément bien le fait d'avoir dormi chez un inconnu, sans son autorisation. Il arrive donc devant la porte du gars, il toque et la surprise, c'est pas un gars qui ouvre, c'est une fille. Mathias lui demande si son copain ou son colocataire est là parce qu'il aimerait lui parler, mais la fille qu'il est en face de lui répond qu'elle n'a ni copain ni colocataire puisqu'elle vit seule. Mathias ne comprend pas, il lui explique du coup les événements du fameux soir où il est rentré ivre-mort et il se souvient de la tasse dans laquelle il a bu le café. Et c'est une tasse Starbucks verte. Il demande donc à la fille qu'il est en face de lui si elle a une tasse Starbucks verte. Après un petit silence, la fille claque tout simplement la porte au nez de Mathias. Bon, clairement, elle a une tasse Starbucks verte et elle a compris que l'histoire dont parle Mathias a bel et bien eu lieu dans son appartement à elle. Plusieurs jours plus tard, Mathias reçoit un coup de fil de la police et il est convoqué au commissariat. Il y retrouve donc sa voisine du dessous et non pas son voisin. Et au final, il lui montre une photo de quelqu'un et lui demande si la personne qu'il a vue cette nuit-là et ce matin-là est la même que celle sur la photo. Et bingo, c'est exactement cette personne que Mathias a croisée. Et en fait, ce mec, c'était un gars très connu par les services de police du coin, puisqu'il avait déjà été arrêté plein de fois pour agression, violence et squat. Bref, le gars a donc été arrêté et Mathias n'a jamais eu de nouvelles. Et surtout, il comprend toujours pas pourquoi le gars lui a proposé un café. Ce culot, c'est incroyable. Merci Mathias pour ton histoire, elle est incroyable. Et j'espère que la fille qui était la vraie propriétaire de l'appartement s'est remise. Bref, histoire suivante. Les gars, pause. C'est la première fois que je tourne avec ce Chronek et je le trouve trop cool, je suis trop content. Voilà, je fais ma petite pub entre deux histoires. Oh, je suis terrible. Bref, on passe à l'histoire de Gabrielle. C'est son vrai nom parce qu'elle a 21 ans au moment où elle nous raconte son histoire et que ça lui est arrivé quand elle en avait 10. L'histoire qu'elle nous raconte s'est passée dans un petit village de campagne un peu paumé en Gironde. Cette année-là, il y a du monde chez Gabrielle puisqu'ils sont en train de fêter le réveillon. Et à la fin de la soirée, une fois tout le monde parti, Gabrielle et sa sœur sont allés se coucher. Autour d'1h30 du matin, Gabrielle est réveillée par ses chiens qui aboient. Elle explique qu'il n'y a pas de portail pour clôturer le terrain de sa maison et que du coup c'est méga fréquent qu'il y ait des chiens ou des chats qui passent sur le terrain et qui fassent donc aboyer les chiens de Gabrielle. Gabrielle, elle essaie de se rendormir, elle a l'habitude, sauf que là les aboiements persistent après 10 minutes. Elle décide alors de jeter un œil par la fenêtre et elle voit que l'éclairage extérieur est allumé. Mais sous la lumière, il y a personne, ni humain, ni animaux. Elle commence à s'endormir et d'un coup ses chiens se remettent à aboyer. Gabrielle se lève et s'apprête à descendre en bas pour engueuler ses chiens. Mais une fois debout, Gabrielle, elle entend des bruits de pas. Et plus précisément, des bruits de personnes qui courent
dans son allée. Elle se chie dessus, clairement, et elle décide donc de réveiller sa sœur et de lui poser cette fameuse question: t'entends les bruits de pas ou c'est moi qui me fais des films? Et malheureusement, sa sœur entend aussi les bruits de pas. Et après un court instant, c'est plus des bruits de pas qu'elles entendent, c'est des chuchotements. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. Elles sont certaines qu'il y a bel et bien quelqu'un en bas et qu'à en juger par les chuchotements, ils sont plusieurs. Elle et sa sœur décident donc de descendre le plus discrètement possible les escaliers pour atteindre la chambre de ses parents et de leur dire ce qui se passe. Arrivés en bas, à seulement quelques mètres de la porte de la chambre de leurs parents, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Gabriel et sa sœur sont figés et à l'autre bout du couloir, la porte de la chambre de leurs parents s'ouvre. Leur père est réveillé et leur demande en les voyant ce qu'elles font debout à cette heure-ci. Le père de Gabriel allume sa lampe torche et entrouvre la porte. L'inconnu qui toquait à leur porte est un homme habillé en blanc. Mais quelques mètres derrière lui, il y a deux autres personnes, une femme et un homme. L'homme qui vient toquer à la porte explique au père de Gabriel que sa voiture vient de tomber en panne un peu plus haut dans les bois et que son ami derrière lui a bu beaucoup d'alcool et qu'il faut vite qu'il la ramène chez elle. Et lui demande donc s'il est disponible pour les ramener chez eux. Le père de Gabriel lui explique qu'il n'a pas le permis. Gros mytho. Et il leur donne la position de la cabine téléphonique fonctionnelle la plus proche. Sauf que l'inconnu met son pied dans l'ouverture et lui répond qu'ils ne connaissent absolument pas l'endroit et qu'ils ne vont certainement pas trouver la dite cabine. Le père de Gabriel comprend qu'il est dans la merde et l'homme qui était quelques mètres derrière l'inconnu, cette fois s'avance vers Gabriel et saisit le bras de son ami et lui dit qu'ils se débrouilleront et qu'il faut y aller. Ces trois personnes heureusement s'en vont et s'éloignent de la maison de Gabriel et une fois parti, le père de Gabriel, après avoir évidemment fermé la porte à quadruple tour, demande aux deux sœurs d'aller se coucher et leur explique que c'est fini, c'est bon. Le lendemain, les infos tombent et les infos expliquent que le corps d'un homme a été retrouvé à son domicile et qu'il avait été frappé à mort. Les voisins, en appelant la police, ont pu donner des détails puisqu'ils ont vu 3 personnes sortir de cette maison, dont une en tenue blanche. Donc en fait, le mec qui a toqué chez Gabriel ce soir-là, il venait de tuer quelqu'un et comme d'habitude, Gabriel, sa sœur et son père n'ont jamais compris pourquoi le mec était venu les voir cette nuit-là. Gabriel explique qu'elle a eu peur du coup chaque année au réveillon. Elle a eu peur de voir réapparaître ce mec-là en pleine nuit puisqu'elle a jamais eu la réponse à cette fameuse question du pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il comptait faire, est-ce que sa voiture elle était vraiment en panne, enfin il y a trop de questions. Messieurs, dames, il est maintenant temps de passer à l'avant-dernière histoire de ce thread d'horreur, celle de Aline. Aline a 23 ans, elle habite en banlieue parisienne dans un groupe d'immeubles de 8 étages. Elle habite ici depuis 20 ans et les voisins changent régulièrement donc elle connaît pas tous ses voisins. Bref, tout commence un mois avant le confinement, en février 2020. Ce mois-là, Aline fait pas mal de soirées, elle rentre tard le soir et quand elle rentre et qu'elle monte les escaliers de son immeuble pour atteindre son appartement au premier étage, elle entend des coups venant d'un autre appartement. Ça la fait sourire mais une fois chez elle, elle entend plus les bruits, du coup elle s'en fiche un peu, elle sait même pas de quel appartement ça vient, bref elle s'en fout. Arrive le confinement, en mars dernier. Aline passe ses journées à la maison. Son père travaille et rentre que certains soirs, tandis que sa mère, elle, est réquisitionnée en hôpital et donc ne rentre pas à la maison par mesure de sécurité. Elle est donc seule chez elle toute la journée et elle met une petite routine en place de se lever, manger, télétravail, manger, dormir. Mais les jours passent et elle se rend compte que ses voisins du dessus pendant la journée, ils courent dans l'appartement. Et ils courent précisément au-dessus de la chambre dans laquelle elle télétravaille. Bref, c'est méga chiant. Tous ceux qui sont en appart, on sait ce que c'est trop chiant. Ils font tellement de bruit qu'elle arrive plus à bosser, à être efficace, donc elle décide de monter les voir. Dans la cage d'escalier, les cris résonnent et elle se rend compte que ça vient pas de l'appartement au-dessus du sien, donc au 2e étage, mais que ça vient de l'appartement du 3e étage. Elle toque à la porte, elle tombe sur un père en train de jouer avec son fils et il lui présente évidemment ses excuses et lui dit qu'ils feront plus attention les prochains jours. Un mois plus tard, les bruits de pas continuent et ils sont encore plus forts qu'avant. Ça dure parfois jusqu'à 2h du matin et très souvent ça reprend même entre 3h et 5h du mat. Aline se met à faire des insomnies, elle est exténuée, c'est insupportable. Elle se dit forcément que son voisin du dessus, au 2e étage, s'en plaint, puisqu'il est dans l'appartement situé entre le sien et celui dans lequel les enfants jouent. Elle monte donc au 2e étage, elle toque, mais personne n'ouvre la porte. Elle retourne donc dans son appartement, et là, les jours passent, les semaines passent, et les bruits continuent. Sauf qu'après 3 semaines, elle n'en peut plus. Et elle décide une nuit, sur un coup de tête, de monter toquer à la porte de son voisin du 3e étage à 1h30 du matin. Aline arrive au 3e étage, et bizarrement, aucun bruit. Aucune voix, aucun cri, aucun pas, rien de tout ce qu'elle entendait 3 minutes plus tôt dans son appartement et qui l'a poussée à monter au 3e. Les nuits suivantes, il y a des bruits de meubles qui sont traînés sur le sol. Aline réalise que ces bruits-là viennent forcément du 2e étage, puisqu'elle pourrait pas entendre des bruits de meubles déplacés aussi distinctement si ça se passait dans l'appartement du 3e étage. Elle comprend alors que la journée, les bruits qu'elle entend, c'est bien les enfants du 3e étage, mais que la nuit, c'est pas eux. Et elle décide donc de monter discrètement au 2e étage pour être sûre et certaine que ça vient bel et bien de l'appartement de son voisin du dessus. Elle arrive au 2e étage, elle est dans le noir, accroupie en chaussettes, elle se concentre sur le moindre bruit qui pourrait venir de derrière la porte, mais rien. Aucun bruit.
Elle se dit alors qu'elle est complètement parano et elle se demande ce qu'elle est en train de faire, accroupie dans cette cage d'escalier. Elle se relève donc pour partir et là bingo, elle entend des bruits de meubles qui se sont déplacés venant de son voisin du 2e étage. Elle décide donc de retourner dans son appartement, mais en arrivant dans son couloir au 1er étage, elle entend la porte de la cage d'escalier du 2e étage s'ouvrir. Elle se dépêche alors de rentrer dans son appartement et verrouille sa porte d'entrée derrière elle. À ce moment-là, elle est terrifiée. Elle est convaincue que son voisin l'a surpris en train de l'espionner et qu'il en a après elle. Elle se dirige vers sa chambre pour prendre son portable et appeler son copain lorsque quelqu'un toque à la porte. Aline retourne vers sa porte d'entrée en étant la plus silencieuse possible et elle regarde dans l'œillet de sa porte. Et elle voit rien. Il fait tout noir. Mais d'un coup, elle entend quelqu'un toucher à sa serrure. Aline est terrifiée, elle veut être sûre que la personne ne puisse pas rentrer chez elle, donc elle saisit ses clés et les rentre dans la serrure. Et c'est là qu'elle entend des pas qui s'en vont et la porte de la cage d'escalier qui se ferme. En fait, quand elle a regardé dans l'œillet, il y avait bel et bien quelqu'un qui était à quelques centimètres d'elle de l'autre côté de la porte, sauf que la personne n'a pas allumé la lumière du couloir parce qu'elle ne voulait pas être vue. Aline reste en boule contre la porte, elle réfléchit un moment et elle se dit que le meilleur truc à faire dans cette situation, c'est d'aller dans sa chambre prendre son téléphone et d'appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Elle se dirige alors vers sa chambre lorsqu'elle entend un énorme bruit résonner. Quelqu'un vient de tomber sur du gravier. Aline reste immobile et elle réfléchit. Tous les appartements du 1er étage sont communs à une grande terrasse. Et cette terrasse, elle est recouverte de gravier. Quelqu'un vient donc de sauter d'un étage supérieur et d'atterrir sur cette fameuse terrasse tout proche du salon d'Aline à en juger par le bruit que ça a fait. Aline prend son courage à deux mains et court jusqu'à sa chambre. Elle ferme la porte, prend son téléphone et le met dans sa poche. Elle ouvre la fenêtre et saute. Elle a mal aux chevilles à l'atterrissage, mais tout va bien. Elle est donc dans la rue sur laquelle donne sa chambre et elle tape le sprint de sa vie. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est cachée sous une voiture garée, le temps d'appeler la police et qu'ils arrivent sur les lieux. En arrivant, elle leur a expliqué la situation. Ils ont décidé de l'emmener au commissariat pour prendre sa déposition. Et le lendemain, ils ont appelé le propriétaire de l'appartement du 2e étage qui leur a expliqué que l'appartement n'était actuellement pas loué. La police a donc pu rentrer dans cet appartement et tout était en bordel. Tout était dégueulasse. En revanche, personne n'était là. Au moment où je vous raconte l'histoire d'Aline, ils savent toujours pas qui était là, sauf que le proprio, lui, a dit aux policiers être convaincu que la personne qui se trouvait là, c'était l'ancien babysitter de son enfant. Apparemment, le proprio, il avait licencié ce babysitter juste avant le confinement et le gars l'avait menacé de fou. Et après l'avoir menacé, il avait refusé de lui rendre le double des clés et le propriétaire a pas jugé nécessaire de changer la serrure puisque plus personne ne vivait là. Bref, après cette nuit-là, Aline entendait toujours les enfants courir et crier la journée. Par contre, il n'y a plus jamais eu de bruit la nuit. Et ben Aline, je vais dire un truc, t'as un courage incroyable. On en parle du saut là du 1er étage. Aline, maintenant il faut faire du décathlon. C'est l'étape suivante. Allez, c'est le moment de la dernière histoire. La dernière histoire, elle va faire frissonner les parents là, ceux qui ont des enfants. Les autres, vous allez bader aussi, vous en faites pas, mais les parents, un poil plus. Cette histoire, c'est celle du père de la personne qui nous la raconte, Cynthia, père qu'on va appeler John. L'histoire a lieu au début des années 2000 et à cette époque, Cynthia a 7 ans et sa petite sœur en a 4. Cynthia et sa famille à cette époque-là, ils vivent dans un appartement au sein d'une résidence hyper familiale. L'ambiance est tellement clean que tous les enfants vont jouer ensemble au milieu de la résidence dans le parc sans surveillance. En gros, les parents, ils laissent juste leur fenêtre ouverte et s'ils entendent que ça crie un peu trop, ils vont à la fenêtre et ils disent à leurs enfants de se calmer. Cynthia est à l'école, sauf que sa petite sœur Roxane est malade et donc elle est restée à l'appartement. Et avec elle, son père qui a pris un jour de congé pour veiller sur elle. Apparemment, Roxane avait beaucoup de fièvre, elle était vraiment pas bien et elle avait très envie de voir un film. Sauf qu'on est au début des années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas YouTube, Netflix, tout ça, ça existe pas. À l'époque, si tu veux voir un film, il faut aller en louer un au vidéoclub. Il se demande s'il peut se permettre de laisser Roxane seule 2 minutes à peine, le temps juste de foncer au vidéoclub et de revenir. Et finalement, après avoir passé un coup de fil au magasin pour être sûr qu'ils avaient bien en stock le film que Roxane avait choisi de regarder, il décide de y aller. Il voit pas ce qui peut arriver à Roxane étant donné qu'elle est complètement clouée au lit et qu'en plus il y a le chien. C'est un chien énorme qui par conséquent est très dissuasif. Il assure donc la sécurité de l'appartement et des enfants. Bref, John sort de l'appartement, ferme la porte d'entrée, la verrouille, le tout après avoir bien entendu rappelé à Roxane de ne pas ouvrir à des inconnus. 3 minutes plus tard, John est de retour DVD en main dans le hall de l'immeuble et il entend des aboiements et des cris. En tournant dans le couloir, il voit sa porte d'entrée et il reste sans voix. Il voit un mec en train de lutter contre son chien. Et il constate aussi que Roxane est à l'intérieur de l'appartement, complètement tétanisée et en larmes. John ne réfléchit pas. Il fonce vers son appartement et il attrape son chien. Il vérifie immédiatement que le mec va bien, pensant que c'est juste un type qui passait devant son appartement et que Roxane avait ouvert par mégarde et que le chien s'était précipité pour agresser le gars. Il tire alors l'inconnu à l'intérieur de chez lui, dans l'idée de quelques minutes plus tard soigner ses blessures s'il en a. Mais avant ça, il prend le temps d'engueuler Roxane. Il lui explique qu'elle devait ouvrir à personne à part lui et maman, que le mec allongé par terre aurait pu mourir sous les crocs du chien et que donc ils auraient dû piquer le chien. Roxane est dans tous ses états, elle pleure et entre deux pleurs, elle dit à John que le monsieur a dit de l'autre côté de la porte, c'est papa. John comprend immédiatement la situation. Il regarde par terre, mais l'intrus n'est plus là. Il s'est déjà barré en courant.
En fait, Roxane, elle a rien fait de mal. Elle a entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée pendant que son papa était au vidéoclub. Quelqu'un qui a toqué plusieurs fois, longtemps, avec beaucoup d'insistance. Et là, elle fait ce que n'importe quel enfant de 4 ans aurait fait à sa place. Elle demande qui c'est. Et la personne de l'autre côté de la porte, vous savez ce qu'elle a dit? C'est papa. Elle a à peine ouvert la porte que le mec l'a attrapé, sauf que le chien l'a attaqué. Bref, heureusement, le chien était là. Et surtout, heureusement, John n'a mis que 3 minutes à faire l'aller-retour au vidéoclub. Mais c'est un événement qui a vraiment marqué John. Et cette histoire, il l'a énormément racontée parce qu'il a jamais compris qui était cette personne. Et comment il a su qu'il y avait une petite fille dans cet appartement. Et comment il a su qu'à ce moment-là précis, elle était seule. Ça veut dire que ce mec les espionnait depuis déjà un bon moment pour savoir tout ça. Bref, le mec, bien entendu, n'est plus jamais revenu. Et surtout, John a mis en place un système de code avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il s'était donné un mot de passe. Et si quelqu'un toquait mais ne donnait pas le mot de passe, alors la personne dans l'appartement avait interdiction de lui ouvrir. Et bien évidemment, il changeait très régulièrement le mot de passe. Et aujourd'hui, même presque 10 ans après le décès de ce chien, Roxane, Cynthia et John parlent régulièrement de lui parce qu'il a sauvé la vie de Roxane, tout simplement. Les amis, c'est la fin de ce thread d'horreur spécial Halloween. J'espère qu'il vous a plu. Il y a eu un peu de tout aujourd'hui. Il y a eu plein de mécaniques différentes. On a reçu plusieurs milliers d'histoires, dont certaines qui étaient vraiment très bien écrites. Donc merci à tous d'avoir pris le temps de partager vos expériences. Même si malheureusement c'était des expériences pas ouf. Ne devenez pas parano à cause des threads d'horreur, mais restez vigilants. C'est quand même important de... Moi ce que je remarque surtout, c'est que les gens ont des pressentiments dans la plupart de ces histoires qu'on raconte. Des mauvais pressentiments qui s'avèrent être à chaque fois totalement justes. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. J'espère que c'était pas trop long, pas trop court. Clément en a probablement chié, il y a 2 heures de rush. On peut remercier Clément pour ce montage, bravo Clément. C'est un effet de plus qu'il doit rajouter au montage, ça lui casse les couilles, je le sais. Mais merci Clément pour ce montage, n'oubliez pas que sans lui, les threads d'horreur seraient beaucoup plus fun, il y aurait que de l'audio, il y aurait pas de visuel, et ce serait un poil plus chiant quand même. N'oubliez pas de checker la dernière collection Yoko. Voilà, maintenant que vous avez un peu de temps et que la vidéo est terminée, je suis curieux de voir ce que vous en pensez, puis si elle vous plaît, bah achetez une pièce, ou 2, ou 28. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et Happy Halloween. Dommage, j'ai gâché la fin. Faire une histoire formidable. Connaissez-vous l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit? Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ces derniers mois l'affaire est sortie un peu dans quelques médias. Et surtout elle fait sensation parce que le mystère n'a toujours pas été expliqué. De quel mystère vais-je parler? Attendez, soyez patients, commençons l'histoire. Connaissez-vous la ville de Pont-Saint-Esprit? Moi je connaissais pas avant cette histoire, pour être franc avec vous. Il s'agit d'une petite ville du sud de la France. En 1950 il y a environ 4000 habitants. Il y avait 3 médecins, ce qui est pas beaucoup, ça fait un médecin pour 1000 personnes. Faut pas avoir une angine en même temps. C'est assez rural, ça vit essentiellement de la viticulture et la ville est très connue pour son pont, tellement connue pour son pont que le mot pont est même dans le nom de la ville. Pourquoi le pont est connu? Parce que l'histoire raconte qu'il aurait été construit par le Saint-Esprit contre la volonté du diable qui ne voulait pas qu'il y ait de pont. Alors je pense que si ces deux entités existent, elles s'en battent un peu les couilles d'un pont. Après c'est mon avis, mais petit problème, le pont a été bombardé par les Américains pendant la guerre et du coup il y a plus de pont. Donc les habitants, les spiritains, je crois ils s'appellent Spiritini, merde, ils sont plus trop fiers parce que ce fameux pont est détruit, même s'ils en construisaient un provisoire. Mais voilà, tout ça c'est juste pour contextualiser un peu ce que c'est que cette ville, d'où elle sort, ce qui s'y passe, etc. On va maintenant s'intéresser à des faits qui sont survenus dans les années 50 dans la ville et qui sont passionnant. Le 12 août 1951, plusieurs personnes vont chez le médecin et se plaignent de douleurs gastriques et de malaise même pour certains. Bon, c'est des symptômes pas très graves qui peuvent arriver pour plusieurs raisons. Le médecin conclut qu'il y a eu intoxication alimentaire, donc il leur prescrit une tisane de grand-mère et puis ça devrait aller mieux, sauf que c'est pas le cas. La situation s'aggrave quand 4-5 jours plus tard, 100 personnes vont se mettre à manifester les mêmes symptômes. Et en plus, petite nouveauté dans les symptômes, il y en a qui en plus de ça font des insomnies, mais ça va de la petite insomnie à l'énorme insomnie. Il y a un témoignage d'un monsieur qui lui va dire que son insomnie elle a pas duré une nuit, ni 2 ni 3, elle a duré 21 nuits. Lui, il a fait 21 nuits sans dormir. Normalement, tu te mets à péter un câble et avoir des hallucinations. Ah, retenez ce mot hallucination, vous allez voir, il va revenir. Bref, des dizaines de personnes font des insomnies. Normalement, pour Saint-Esprit, c'est une petite ville, à 22h, tous les gens dorment, mais là, c'est pas le cas. Là, tu sors dans les rues et tu peux croiser beaucoup de gens qui font des insomnies et qui parlent tout seuls, qui sont en plein délire et on ne sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Petit à petit, un autre symptôme fait son apparition, les gens commencent à avoir des hallucinations. Certains vont avoir la sensation de brûler de l'intérieur et vont se jeter dans le Rhône pour éteindre le feu qui n'existe pas. Il y en a plein qui pensent être capables de voler et qui vont se jeter de leurs fenêtres. Bref, des hallucinations horribles qui mènent certains du village à la mort. La ville est prise de panique. Le bilan de tout ça, c'est 300 personnes qui ont eu des hallucinations, dont 7 qui sont mortes et dont 50 qui ont été internées dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui a causé ça? Alors face à ça, les médecins, ils perdent un peu leurs moyens, ils comprennent pas ce qui se passe. En plus, je le rappelle, ils sont que 3. L'infrastructure de Pont-Saint-Esprit, elle est clairement pas faite pour gérer 300 personnes qui font un bad trip en même temps. Cette nuit-là, les victimes, elles sont de plus en plus nombreuses et en plus, elles sont de plus en plus incontrôlables. C'est vraiment des gens qui sont dans la démence, qui délirent totalement, qui bougent dans tous les sens, qui hurlent. Et c'est là que naît le mystère de Pont-Saint-Esprit. Il y a donc une enquête qui est ouverte et la première piste qu'on a est découverte par un professeur de médecine qui était en vacances au moment des faits, qui se rend à Pont-Saint-Esprit et qui fait le rapprochement entre les
symptômes des victimes et une vieille maladie qu'on surnomme le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine, qui est une maladie qui date du Moyen-Âge et qui avait apparemment complètement disparu. Il y a d'ailleurs pas mal de tableaux qui montrent des scènes horrifiques de gens qui sont victimes de cette maladie-là. Alors le vrai nom de cette maladie, c'est pas le feu Saint-Antoine, qui est un surnom parce que les victimes de la maladie ont l'impression de brûler de l'intérieur, c'est l'ergotisme. Le responsable de l'ergotisme, c'est l'ergot du seigle, qui est un champignon qui va se mettre sur le céréal, et quand tu l'ingères, tu vas avoir des symptômes très similaires à ceux qu'ont eu les habitants de la ville de Pont-Saint-Esprit le 24 août 1951. L'enquête va ensuite montrer que toutes les victimes de ces symptômes ont un point commun, elles ont acheté leur pain dans la même boulangerie. Est-ce que le pain aurait été confectionné à partir de farine contaminée par l'ergot de seigle? C'est possible, surtout vu le contexte, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France elle est en pleine famine, c'est une galère de nourrir tout le monde, donc la ressource principale c'est redevenu le pain. Cette piste de la contamination par l'ergot de seigle semble être la bonne. Le commissaire Sigaud de la police judiciaire de Montpellier est chargé de l'enquête et va donc aller vers la boulangerie qui semble avoir vendu le pain à tous ses habitants. Petit bémol, les boulangers ne choisissaient pas leur meunier, c'est-à-dire qu'ils recevaient de la farine d'un meunier qui leur était attitré, ils savaient pas d'où ça venait, donc c'est pas sa faute. Là, le commissaire Sigaud, lui, il est malin, il en a dans le ciboulot, et il va retrouver le minotier qui a confectionné cette farine, Monsieur Maillet. Il va l'interroger et bien le brusquer à tel point que Monsieur Maillet va faire des aveux alors qu'il a rien à se reprocher. Vous savez, les enquêtes où c'est très médiatisé, où il y a beaucoup d'enjeux, on veut absolument trouver un coupable, quitte à ce que quelqu'un fasse des aveux alors que c'est pas lui le coupable, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait un coupable aux yeux de la presse et de la population. Jusque là tout va bien, le mystère est résolu, sauf que un mois plus tard, l'expertise innocente Monsieur Maillet. Parce que les farines ont été analysées et il n'y a pas d'ergot de seigle dans ces dernières. Et là c'est très frustrant parce que l'affaire s'arrête là. Il y a plein de pistes mais elles mènent à rien et les habitants de Pont-Saint-Esprit n'ont pas de réponse à leurs questions, ils sont comme des cons. Étonnamment, on va pas reparler de l'affaire pendant 60 ans. C'est seulement en 2010 que quelqu'un va reparler de l'affaire et c'est pas un français, c'est un américain qui s'appelle Hank Albarelli et qui enquête à ce moment-là sur la mort dans les années 50 d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Alors là vous allez me dire, mais où est le rapport Lucas? On comprend plus là, on sait plus. Attendez, ça arrive, patience. Frank Olson, qui bosse pour la CIA, est un spécialiste des drogues dures et il mène de nombreuses expériences pour étudier leurs effets dans le but d'en tirer profit. Et comme par hasard, Frank s'est rendu en France quelques mois avant la tragédie de Pont-Saint-Esprit. Peu de temps après son passage en France, Frank entre dans une énorme dépression et il répète à sa femme qu'il a commis une terrible erreur et il décède dans les années 1953 sans qu'on sache ce qu'il voulait dire par j'ai commis une terrible erreur. Peut-être empoisonner un village qui n'a rien demandé, Frank. Hank, qui je le rappelle enquête du coup sur la mort de Frank, va faire un rapprochement. Et si la CIA avait pulvérisé du LSD sur le pain de Pont-Saint-Esprit dans le but d'en étudier les effets à grande échelle? Je sais ce que vous pensez. Pour le moment ça vous paraît débile et inconcevable. Mais attendez, j'ai des infos pour vous. On va rentrer un peu dans la chimie mais vous allez voir c'est là où on se dit que cette idée elle paraît pas si conne. Il faut savoir que l'ergot de seigle contient des alcaloïdes, dont un en particulier celui de l'acide lysergique. Ça vous dit rien, c'est normal moi aussi, mais il faut savoir que le LSD c'est un dérivé de l'acide lysergique. Donc les effets de l'ergot de seigle et les effets du LSD sont très similaires. Ça vous paraît donc moins bête que les habitants de Pont-Saint-Esprit n'aient pas été empoisonnés à l'ergot de seigle, mais aient peut-être été drogués au LSD. Pourquoi pas, mais ça manque de preuves. J'arrive, attendez. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, c'est la course à l'armement et à l'arme nucléaire plus particulièrement parce qu'on a peur, on vit dans la peur d'une troisième guerre mondiale. Du coup, toutes les nations du monde veulent être prêtes au cas où il y a une autre guerre qui arrive. La CIA, elle, va être intéressée par la manipulation mentale. Et si on mettait fin à un conflit sans qu'il y ait de combat, juste en arrivant à convaincre en manipulant mentalement l'adversaire. Les US pensent donc que les effets hallucinatoires du LSD sont la clé de la manipulation mentale. Et qui est chargé de tester les effets du LSD et d'en tirer des conclusions? Frank Olson. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un peu abusé de tester les effets du LSD sur une ville entière. Mais il y a des documents déclassifiés qui montrent qu'en 1950, les États-Unis ont fait des tests du même genre à San Francisco. Il y a un navire américain qui a bombardé la ville pour tester les effets d'une bactérie. Il y a eu 12 personnes hospitalisées, dont une qui est morte à cause de ça. Tout ça, bien sûr, dans le but de se préparer à une éventuelle nouvelle guerre. Les enquêteurs qui sont chargés de l'enquête de Pont-Saint-Esprit font le rapprochement entre les effets de l'ergot de seigle et du LSD. Ils vont donc contacter le créateur du LSD, Albert Hofmann, pour qu'il vienne à Pont-Saint-Esprit confirmer si c'est des effets du LSD ou si c'est des effets de l'ergot de seigle. Et devinez quoi? Selon lui, c'est clairement des symptômes liés au LSD. Ah! L'enquête avance, c'est bien, c'est satisfaisant quand l'enquête avance, vous avez vu? Attendez, elle va très vite arrêter d'avancer. Quelques jours plus tard, Albert Hofmann revient sur ses propos et dit qu'il s'est trompé. Que tout ça n'était pas lié au LSD mais à autre chose. Les US t'auraient pas mis un petit coup de pression, Albert? Est-ce qu'Albert s'est vraiment trompé? Est-ce que c'était vraiment l'ergot de seigle qui était responsable de tout ça et pas du LSD? Bah là pour le moment moi je penche plus vers l'ergot de seigle, hein, clairement. Mais attendez,
Mais c'est pas la fin. C'est passionnant, non sans déconner, elle est folle hein, cette histoire. Alors il faut savoir que la CIA pendant des décennies mène un programme où ils font des expériences horribles et inhumaines sur des gens contre leur gré. Sauf que les expériences vont mener à rien et que petit à petit les victimes vont sortir du silence, donc tout le monde va commencer à savoir ce qui se passe. Cette situation va obliger Bill Clinton en 1995 à faire une déclaration dans laquelle il s'excuse auprès de toutes les victimes de ces programmes secrets et à déclassifier des documents de la CIA qui jusqu'à présent étaient secret défense. Devinez qui va mettre son nez dans ces documents? Hank! Et bah oui, ça va peut-être l'aider à comprendre comment Frank Olson est mort. Hank trouve un document sur lequel on trouve et le nom de Frank Olson, et dans ce document, 2 paragraphes parlent des événements tragiques de 1951 de Pont-Saint-Esprit. Et tous les paragraphes suivants sont eux grimés de noir pour qu'on ne puisse pas les lire. Merde! Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas qu'un document parle et de Frank qui étudie les effets du LSD et de la ville de Pont-Saint-Esprit? Bah on sait pas. Peut-être que Frank a tout simplement été au courant de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit et a étudié tout ça en se disant c'est du LSD qui a causé ça, on va quand même regarder les effets que ça a eu, même si ce n'est pas lui qui a donné le LSD à Pont-Saint-Esprit. Petite cerise sur le gâteau, Hank il va trouver un autre document dans lequel un employé du laboratoire Sandoz, le laboratoire pour lequel travaille Albert Hoffman qui a découvert le LSD, échange avec un agent secret américain, et dans ce document, le dirigeant du laboratoire aurait avoué que les événements tragiques de Pont-Saint-Esprit ne seraient pas liés à l'ergot de seigle, mais bel et bien au LSD. Fake ou pas fake, on ne saura jamais. L'enquête aujourd'hui s'arrête ici. Le mystère reste total et c'est horrible parce qu'il y a quand même eu des morts. C'était vraiment une catastrophe, on se rend pas compte, mais c'était la folie là-bas à Pont-Saint-Esprit. Ça avait rien de positif tout ce qui s'est passé. Déjà la drogue de base c'est de la merde, mais quand en plus t'es drogué à ton insu alors que t'as rien demandé et que t'as des effets mais hallucinants, c'est le cas de le dire. Est-ce l'ergot de seigle? Est-ce les Américains qui testaient les effets du LSD à grande échelle? On ne sait pas. On a le cul entre deux chaises, comme ceci, et puis on ne sait pas vers laquelle aller. Hop là, la CIA. Non, je sais, comme moi, vous avez envie d'aller vers la théorie la plus abusée, la plus scandaleuse. C'est notre cerveau d'humain hein, qui nous fait ça. Mais il faut rester objectif. En tout cas, j'espère que vous aurez bientôt compris à l'histoire, que j'ai apporté des précisions à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire, mais qui n'avaient pas tous les infos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, c'est le cas. C'est ni un thread, ni un truc. Là, j'ai tenté, voilà, de raconter une histoire mystérieuse. Je me suis documenté comme j'ai pu et franchement, j'ai été passionné de ce truc là, vraiment je trouve ça génial comme histoire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il relate aussi d'histoires mystérieuses comme ça et pas forcément de thread, je sais pas. C'est la première, peut-être d'une longue série, on sait pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.